C'est donc l'information et l'histoire de la soirée. Bientôt l'épilogue, ce n'est plus qu'une question d'heure ou peut-être même de minutes. Alex Batty est en route vers Manchester, plus précisément Oldham. C'est là où vit sa grand-mère Suzanne. C'est elle qui avait sa garde lorsqu'il a disparu il y a 6 ans, quand il a été enlevé par sa mère et son grand-père. Anne-Laure Bans, vous êtes sur place pour BFM TV. Que sait-on, Anne-Laure, à ce stade? Où est-il? Où se trouve-t-il? Est-ce qu'on a des informations? Alors là, c'est vraiment la question que tout le monde se pose. Les médias britanniques sont en effervescence. Par exemple, le tabloïd The Sun indique que plusieurs passagers d'un avion en provenance de Manchester, les passagers confirmeraient que Alex Batty était à l'intérieur de ce vol et qu'il porterait un sweat blanc et qu'il aurait sous le bras son skateboard. C'est une information que la police de Manchester n'a pas voulu nous confirmer pour le moment. Ce qu'on peut vous dire, nous, concrètement, sur le terrain, c'est que depuis quelques minutes, Joao Alencar va vous le montrer en direct. Ça s'agite dans la rue où vit la grand-mère de Alex Batty, dans la ville de la banlieue de Manchester, à Oldham. Vous le voyez, à distance, 3 policiers se sont postés devant son domicile. Va-t-il donc venir pour retrouver sa grand-mère qu'il n'a pas vue depuis près de 6 ans, des retrouvailles qui vont forcément être fortes en émotion parce que Suzanne n'avait eu aucun contact avec son petit-fils depuis qu'il avait été enlevé par sa mère. La grand-mère Suzanne est à l'intérieur de son cottage britannique. Elle est trop faible pour bouger car elle a des problèmes de santé, mais nous avons pu l'apercevoir à travers sa fenêtre. Elle ne parle toujours pas aux médias parce qu'il faut savoir que pour l'instant, Alex n'est pas sous sa garde. Il y a une garde temporaire, une tutelle. Il est sous la tutelle de la Cour de justice britannique le temps que des investigations plus approfondies soient réalisées, notamment sur son état psychologique, sur les 6 années qu'il a vécues auprès de sa mère. Que s'est-il passé? Comment va-t-il? A-t-il subi des agressions? C'est ce que la police britannique veut savoir. Et puis il va aussi être entendu par les services sociaux. Ce qu'on peut également vous dire, c'est que la police de Manchester va tenir dans un peu plus d'1 heure une conférence de presse pour donner plus de détails. Pour l'instant, la police ne confirme pas que Alex Batty est arrivé ici à Manchester. Les tabloïds britanniques, eux, sont en effervescence parce que ils auraient, selon des témoignages de plusieurs passagers à l'aéroport de Manchester, Alex Batty pourrait être à l'intérieur d'un des vols en provenance d'Amsterdam. Mais ici, depuis quelques minutes, ça s'agite et les policiers, sont en train d'établir un dispositif de sécurité. Peut-être que Alex Batty va enfin pouvoir serrer sa grand-mère dans ses bras après 6 longues années sans aucun signe de vie. C'est juste derrière vous, donc, qu'il pourrait apparaître d'ici quelques minutes ou quelques heures. Anne-Laure, racontez-nous, vous êtes sur place depuis plusieurs jours maintenant. Est-ce qu'on ne parle que de ça sur place à Oldham ? Alors forcément, parce que regardez, Joao va vous montrer ici l'esprit de Noël, il est partout. On est à quelques jours de Noël et forcément pour les Britanniques, c'est une très belle histoire avec une très belle fin. Les Britanniques sont très touchés par cet heureux dénouement. On vous l'a raconté depuis plusieurs jours, la presse britannique, les tabloïds comme le Sun, le Daily Mirror, ont fait leur une sur le retour de Alex Batty. Il y a la phrase que sa grand-mère, les quelques mots que nous avons pu échanger sur le pas de sa porte, a bien voulu nous dire. Elle a échangé quelques mots en nous disant, quand elle l'a eu au téléphone et aussi par un appel vidéo, c'était comme un rêve. It was like a dream. It was unbelievable. C'était incroyable. Ces mots, ces phrases, elles font la une de tous les journaux britanniques. Désormais, les Anglais n'attendent qu'une seule chose. Est-ce qu'ils vont pouvoir voir Alex Batty retrouver sa grand-mère? Et regardez, en direct, il y a un jeune garçon entouré des policiers. Ce serait potentiellement Alex Batty. On ne voit pas son visage, mais comme je vous le disais, il porte un sweat. Est-ce qu'il va retrouver sa grand-mère? Potentiellement, vous le voyez, on vient de voir un jeune homme rentrer à l'intérieur du domicile de sa grand-mère. Il est escorté par des policiers.
c'est sûrement Alex Batty qui est en train de retrouver sa grand-mère après 6 longues années. Il était couvert d'un sweatshirt blanc. On n'a pas pu voir son visage parce que je vous rappelle que Alex Batty, il n'a que 17 ans et demi. Il est donc encore mineur. La police de Manchester nous a dit à plusieurs reprises qu'elle ne souhaitait pas que l'on voit le visage de Alex Batty. Que se passe-t-il derrière cette porte? Imaginez 6 longues années sans que Suzanne Quarano ait pu échanger un mot avec son petit-fils. Et oui, effectivement, c'est assez dingue ce que l'on vient de vivre en direct avec vous. Anne-Laure Bans, si c'est bien lui, évidemment, il faut rester prudent à ce stade. On imagine ces retrouvailles entre ce jeune garçon de 17 ans et cette grand-mère qu'il n'a pas vue depuis 6 ans, qui visiblement était son repère, son pilier au moment où il a disparu. On attend confirmation, Anne-Laure Bans, mais comme ça, à première vue, oui, ça pourrait correspondre à Alex Batty. Oui, allez-y, Anne-Laure. Oui, ça pourrait... je me permets de vous interrompre parce que là, vous voyez en direct sur les images de Joao, il y a un policier qui est en train de rentrer avec un sac à dos. Et sur ce sac à dos, il y a une étiquette d'aéroport, ce qui pourrait être également le bagage de Alex Batty. Donc effectivement, il y a de fortes chances que Alex Batty soit à l'intérieur de cette maison. La police de Manchester confirmera officiellement la nouvelle, mais ça ressemble fort à Alex Batty qui est à l'intérieur de cette maison. Ce que l'on comprend aussi, c'est que même si nous, BFM TV, nous étions sur place, Anne-Laure Bans avec vous, Anne-Laure et Joao Alencar, ce qu'on comprend, c'est que tout a été fait pour que ces retrouvailles se fassent le plus discrètement possible. Oui, je vous le confirme, Alice, parce qu'il y a environ 30 minutes, des policiers que nous n'avons pas vus de la journée. Nous sommes restés tout au long de cette journée près du domicile de la grand-mère. Eh bien, ils sont arrivés rapidement. Ils se sont mis en place et ils nous ont dit voilà, il y a une conférence de presse qui va se tenir dans un peu plus d'1 heure. C'est à 20 minutes d'ici. Il faut que vous y arriviez en temps et en heure avec de l'avance, sinon vous ne serez pas reçus. Et nous sommes avec des journalistes britanniques qui ont l'habitude de travailler avec la police et qui nous ont dit il faut surtout éviter de bouger parce que potentiellement Alex Batty pourrait venir revoir sa grand-mère loin des caméras. Parce que c'est ce qu'on vous disait, Alex Batty il a 17 ans et demi, il est encore mineur et effectivement la police ne voulait absolument pas que les journaux et les journalistes britanniques présents ici voient son visage, donc ils ont tout fait pour éloigner les caméras et que ces retrouvailles elles se fassent dans l'intimité, une intimité qui est en train de se dérouler derrière cette porte et derrière ce rideau qui est resté ouvert tout au long de la journée. Nous vous l'avons raconté, normalement ce rideau il est ouvert, on aperçoit, il y a toujours le chien de Suzanne, la grand-mère de Alex Batty, et à côté, contre le mur, il y a cette photo de Alex Batty. Donc, probablement que là, en ce moment même, Alex et Suzanne se sont retrouvés. Vous restez avec nous, Anne-Laure, puisqu'on va garder évidemment ces images en direct. Qui sait, peut-être qu'Alex Batty va sortir de cette maison et nous adresser quelques mots. Là, évidemment, il est sûrement en train de savourer ce moment. Bonsoir Marilyn Baranès, docteur en psychologie clinique. Je voudrais qu'on commente ensemble ces images. Ce qui était frappant dans l'arrivée de ce jeune garçon, encore une fois, si c'est bien lui, mais il y a de fortes chances pour que ce soit lui, c'était ce pas déterminé. Il voulait rentrer dans cette maison, il voulait la retrouver, cette grand-mère qu'il n'a pas vue depuis 6 ans. Qu'est-ce qui peut bien se passer à l'intérieur de cette maison et dans la tête de ce garçon? Alors bon, tout ça, on va parler en hypothèse, bien sûr. Mais on est vraiment là dans un moment d'émotion, un moment émotionnel très fort. Vous avez raison de souligner ce pas déterminé parce que c'est ce pas qu'il a de façon ininterrompue fait pendant 4 jours et 4 nuits pour retrouver sa grand-mère, et c'est de ce même pas qu'il franchit la porte de chez sa grand-mère. Je pense qu'il va y avoir un moment d'émotion très fort pendant quelques minutes, et puis après, ça va être un peu brouillon dans sa tête. C'est-à-dire que
tout va à la fois revenir au fur et à mesure du temps, mais revenir dans ses souvenirs entre le moment où il a été séparé, le moment où il retrouve sa grand-mère, également tout ce qui s'est passé pendant ces 6 années. Donc ça va être un petit peu brouillon. Il va au fur et à mesure probablement raconter les choses à sa grand-mère avec le temps. Tous les jours un petit peu, tous les jours un petit peu. Tout ne va pas sortir d'un coup. Là, pour l'instant, il est probablement inondé. C'est ce qu'on appelle un choc émotionnel dans ces moments-là. C'est ce qu'il est en train de vivre. Il est en train de vivre un choc émotionnel heureux parce que c'est quelque chose qu'il a projeté, qu'il a espéré probablement pendant des années, puisque aujourd'hui il arrive à se sauver et enfin retrouver sa grand-mère. Donc ce moment d'espoir qu'il a aussi fait tenir probablement pendant ces 6 années, arrive à aboutissement. Et donc là, il est dans une émotion, je ne sais pas si on peut utiliser le mot choc, mais en tout cas, dans un débordement émotionnel, ça c'est certain. On va essayer de retrouver Anne-Laure Banz, qui est évidemment toujours sur place. Anne-Laure, alors qu'il n'était pas encore arrivé, vous nous racontiez à quel point, sur place, à Oldham, dans cette banlieue de Manchester, tout le monde ne parle que de ça, d'autant plus parce qu'on est à l'approche de Noël et que c'est évidemment la bonne nouvelle à l'approche des fêtes de Noël. Est-ce que là, son arrivée, son apparition suscite une agitation autour de la maison ? Alors non, c'est très calme dans cette banlieue. Vous voyez, il y a des petits cottages alignés. Les gens sont très discrets. Hein. Personne n'est sorti au moment de cette arrivée qui, en fait, a été fugace. Hein. Vous l'avez vécu en direct avec nous. À peine quelques secondes, un jeune homme, un grand jeune homme, se cachait sous un sweat blanc. On ne voyait pas son visage. Et ce pas, hein, vous l'avez répété en plateau, ce pas déterminé. Il a franchi le pas de la porte. Nous l'avons vu aussi de manière très déterminée. On sentait une véritable envie de rentrer dans ce cottage. Autour, les gens sont très calmes. On n'a vu personne, mais forcément, hein, tout au long de la journée, on a pu discuter, échanger avec les voisins qui n'étaient pas forcément tous au courant de l'histoire et du passé de Suzanne, mais forcément ravis de cet heureux dénouement après 6 ans d'absence et de disparition, de voir son petit-fils réapparaître. Vous le voyez pour l'instant, hein, toujours à l'image, 2 policiers en faction devant le petit cottage de Suzanne, avec à l'intérieur Suzanne et son petit-fils. Un instant magique qu'on a vécu, un pas déterminé, quelques secondes, et Suzanne et Alex qui se retrouvent après 6 ans d'absence. Un pas déterminé, mais un visage caché sous un sweat à capuche. Anne-Laure Banz nous le décrivait aussi. Tout a été fait pour que ces retrouvailles se fassent en toute discrétion et non pas devant de nombreuses caméras. Ça, c'est important aussi. C'était sûrement important pour lui. Je pense que pour qu'il le fasse plus sereinement. Oui, vous avez raison. Je pense que c'était important pour lui. Et je pense aussi qu'il est dans un moment, il ne faut pas oublier qu'il s'est sauvé. Donc il y a aussi toute une partie de peur qui doit comment dirais-je, l'envahir. Et donc, pour l'instant, il n'a pas envie, il a besoin de temps pour retrouver, j'allais dire, une vie normale où il va pouvoir redevenir un citoyen normal. Là, pour l'instant, c'est quand même quelqu'un qui s'est sauvé d'un endroit, qui a quitté sa mère, qui a quitté son grand-père, qui traverse de nombreux pays, qui retourne chez sa grand-mère. Donc là, il a besoin d'anonymat. Il a besoin d'anonymat pour retrouver dans un second temps, probablement, une vie normale, c'est-à-dire commune. On est avec maître Bernard Bouloud, avocat spécialiste des affaires de disparition et membre de l'association Assistance et Recherche des personnes disparues. Monsieur Bouloud, je ne sais pas si vous les avez suivis ou vu ces images en direct. C'est quand même si on ne voit rien, en fait, on ne voit que la façade de ce cottage, malgré tout, on a le sentiment que c'est quand même assez extraordinaire ce qu'on est en train de vivre en direct. Je dirais même que c'est magique pour la grand-mère qui avait le droit de visite sur cet enfant 6 ans après, retrouver comme ça de manière, on va dire, inattendue son petit-fils.
c'est magique, c'est tout simplement Noël avant l'heure. Et pour elle, pour cet enfant, et je pense que voilà, il n'y a qu'eux qui pourront nous dire ce qu'ils ont véritablement vécu à cet instant. Je viens de voir effectivement les images. On ne peut pas si on ne le vit pas, si on ne peut pas l'imaginer, ce qu'ils sont en train de vivre, c'est extraordinaire, c'est vraiment Noël avant l'heure. Voilà, je me répète, mais c'est magique. Il était entouré lors de son chemin en direction de l'Angleterre et de Manchester. Il est visiblement parti de Toulouse, passé par Amsterdam pour ensuite prendre la direction de Manchester. Il était entouré par les services de la police britannique. Est-ce que, selon vous, il a été, avant de pouvoir retrouver sa grand-mère, il a été débriefé, entendu, expertisé, comme on le fait par exemple pour des anciens otages ? Alors, je ne sais pas si on a fait la même chose que pour les anciens otages, mais je suppose que la police française, en tout cas la justice française, a mis à sa disposition un ou plusieurs psychologues pour effectivement décompresser, pour le prendre en charge, parce qu'il a subi effectivement une peur d'être peut-être attrapé par sa mère ou d'autres membres de la communauté dans laquelle il se trouvait. Donc, je pense qu'il a été pris en charge, ça me semble évident. Il a été entendu, c'est évident aussi, par les services de police ou de gendarmerie qui l'ont pris en charge pour savoir d'où il venait, pour essayer de retrouver effectivement la trace de ceux qui l'ont pas séquestré, parce que je ne connais pas encore les tenants et les aboutissants de cette affaire, mais en tout cas chez qui il était, pour essayer de pouvoir avoir des renseignements sur les conditions dans lesquelles il était hébergé, logé à cet endroit, et savoir s'il n'a pas subi effectivement des sévices sexuels ou autres dans cette communauté. Je pense que la police ou la gendarmerie a fait le nécessaire pour l'entendre, en collaboration étroite avec la police britannique, parce que c'est la police et la justice britannique qui a la main sur cette procédure. N'oublions pas que nous ne sommes plus dans la communauté européenne quand on a affaire au Royaume-Uni, puisque depuis 2021, on est sorti de la Convention de La Haye qui protège notamment les enfants. Alors c'est un peu plus compliqué. Et précisément, lorsqu'il a été auditionné, il n'a ni parlé de secte, ni parlé de séquestration. On va aller de nouveau sur place retrouver Anne-Laure Bance. Anne-Laure, je le disais tout à l'heure, vous êtes sur place à Oldham, dans cette banlieue de Manchester, depuis un certain temps maintenant. Et vous et les équipes de BFM TV sur place ont pu échanger avec Suzanne, la grand-mère d'Alex Batty, avant qu'elle le retrouve. Racontez-nous dans quel état d'esprit elle était, ce qu'elle disait. Évidemment, elle était impatiente, mais qu'est-ce qu'elle vous racontait ? Oui, tout à fait. Alors c'est Laura Calmu qui est notre correspondante à BFM TV ici en Angleterre qui a pu échanger rapidement avec Suzanne. Elle est allée frapper à sa porte. Alors vous voyez, il y a quelqu'un qui est en train de sortir. On ne sait pas qui c'est, mais il n'y a pas Alex Batty à l'image. Pour revenir à ce que je vous disais, donc Laura Calmu était allée frapper chez la grand-mère de Alex Batty. Elle a échangé quelques mots. Forcément, Suzanne est très émue. Elle ne souhaite pas que cet échange soit filmé ni enregistré, mais tout d'abord, elle fait part de sa grande émotion et de sa grande joie lorsqu'elle a notamment reçu le message de Alex Batty sur Facebook en lui disant « Bonjour grand-mère, c'est Alex, je suis à Toulouse en France, j'espère que tu vas recevoir ce message, je t'aime, j'ai envie de rentrer à la Alors, on a un petit problème de connexion, mais alors ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on voit que l'image s'est figée, mais on a vu donc l'un de ces policiers britanniques qui était posté devant ce cottage, aller chercher dans un véhicule placé juste devant le cottage un skate et un sac à dos. Ce qui corrobore ce que l'on sait des moyens dans lesquels ce jeune Britannique s'est déplacé, c'est-à-dire au moment où il a été retrouvé mercredi sur le bord d'une nationale en Haute-Garonne, il était visiblement
avec un skate alors qu'il marchait depuis 4 jours et 4 nuits. Ce sont donc en fait des policiers britanniques qui sont en train de lui ramener ses affaires, les sacs qu'il a emportés avec lui lorsqu'il a décidé de quitter cette communauté dans laquelle il se trouvait avec sa mère. Il a donc pris ses sacs, il a marché 4 jours et 4 nuits avec ce skate qu'on est en train de lui rendre dans ce cottage alors qu'il vient de retrouver sa grand-mère il y a quelques minutes, ce qui semble donc confirmer que c'est bien ce jeune Britannique qui est à l'intérieur de cette maison avec sa grand-mère. On lui a ramené son skate qui était son seul moyen de locomotion pendant ces 4 jours et 4 nuits durant lesquels il voulait retrouver sa famille. Oui, alors je crois que j'ai lu qu'il dormait le jour et il se déplaçait la nuit. Le skate, ça m'amène plus à penser à quelque chose d'un peu enfantin, c'est-à-dire c'est quelque chose auquel il tient. Peut-être qu'il a ce skate depuis longtemps. On ne sait pas si ce skate lui a été offert. Comme un doudou, presque. Presque comme un doudou. C'est peut-être un objet transitionnel, je ne sais pas. C'est peut-être quelque chose qui lui avait été offert par sa grand-mère. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est très surprenant de se sauver et de prendre ce skate, sauf à rouler dessus pour avancer plus vite. Mais en tout cas, il s'est encombré de ce skate pendant 4 jours et 4 nuits. C'est pas facile. C'est vrai que c'est pas forcément le plus agréable et le plus pratique à porter. Oui, donc je me dis qu'il a peut-être une signification particulière, ce skate. Et en tout cas, c'est quelque chose qui représente vraiment à la fois l'enfance, à la fois un esprit très jeune. Il est parti avec son skate. J'accueille Benoît Jude, qui est détective privé spécialisé dans les cas d'emprise mentale et de dérive sectaire. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Un commentaire peut-être sur à quoi on est en train d'assister en direct. Le premier commentaire, c'est déjà, forcément, je suis ravi pour sa grand-mère, puisque c'est inespéré. Des cas de disparition avec des milieux sectaires supposés, il y en a. Et ce genre de dénouement, c'est relativement rare. Et là, on va peut-être pouvoir toucher du doigt un petit peu la vérité, en fait, par rapport à sa version des faits, qui sera sans doute plus précise une fois qu'il sera au contact de sa grand-mère. Il sera plus détendu qu'avec les autorités françaises dans son pays. Donc là, je pense que sa langue va plus facilement se délier, sans doute. Il sera plus à l'aise. Et puis, le fait d'être dans un environnement familial va permettre au dossier d'être un peu plus éclairé, j'allais dire. C'est chouette. Il y a ces policiers britanniques en jaune qui sont donc placés devant ce cottage. Et on aperçoit aussi 3 personnes. Alors là, ce ne sont pas des images en direct, puisqu'entre-temps, ces personnes ont quitté le cottage. 3 personnes qui semblent avoir accompagné, entouré Alex Batty au moment où il a retrouvé sa grand-mère. À quoi servent ces personnes? Est-ce que vous avez une idée du dispositif qui entoure un jeune garçon dans ces moments-là? Qui sert à quoi? J'imagine qu'il y a un fort dispositif sur le plan psychologique. Exactement, de thématique de psycho, puisque c'est quand même un enfant qui a disparu, enfin en tout cas qui est parti avec sa maman et son grand-père à l'époque, à 11 ans, pour rejoindre une communauté un petit peu spécifique, en tout cas coupée du monde et puis du milieu scolaire. A priori, donc il a perdu son grand-père il y a quelques temps, donc il doit être d'autant plus désarçonné. Et maintenant, non seulement il quitte un milieu qui n'est pas du tout un environnement classique, donc là, il retourne, on va dire, dans le monde, et sans sa maman. Et il va retrouver une figure d'autorité, sa grand-mère, mais qu'il n'a pas vue depuis 6 ans. Donc, on peut s'imaginer que ça fait beaucoup dans l'esprit d'un gamin, parce qu'à 17 ans, on est quand même encore un gamin. Surtout qu'il a une construction, sans doute, j'allais dire, psychologique différente d'un ado classique, puisqu'il a passé ses périodes d'adolescence dans un environnement, encore une fois, qui est quand même assez spécifique. Donc, j'imagine que ces gens-là sont avant tout là pour lui, pour l'entourer, puis aussi, sans doute, beaucoup pour la grand-mère, puisque pour la grand-mère, ça va être quand même aussi quelque chose d'assez intense à vivre. Ouais. Il y a toujours 2 policiers postés devant ce cottage à Oldham, dans la banlieue de Manchester, au Royaume-Uni. C'est donc là que vit la grand-mère d'Alex Batty, Suzanne. Il a fait, au moment où il est arrivé, une apparition furtive, le visage caché sous ce sweat à capuche. Mais ce qui était frappant, on s'est tous fait la réflexion, c'est ce pas déterminé. Ce pas déterminé à retrouver
cette grand-mère qui l'attendait à l'intérieur de cette maison. Et peut-être aussi effrayée. Il y a peut-être aussi un peu de peur derrière tout cela. Oui, nécessairement. En tout cas, bon, a priori, c'est une décision qu'il a prise. Même si c'est lui qui a pris cette décision-là, c'est sans doute poussé par un tas d'événements qu'il n'a pas maîtrisés. Ça a dû aller très très vite. Donc nécessairement, il est poussé en plus, j'allais dire, par sa jeunesse pour accomplir ce qu'il est en train de faire. Mais ça doit aller, je pense, assez vite dans son esprit. Et je pense que ce qu'il n'avait pas anticipé et qu'il doit quand même ressentir, c'est cette médiatisation qu'il y a quand même autour de lui. Parce que son dossier, en fait, entre guillemets, son dossier, hein, bien sûr, c'est une affaire humaine, mais c'est quelque chose qui a un impact assez important en France actuellement par rapport justement à toute cette thématique, ce débat qu'on a notamment au Sénat sur cette nouvelle stratégie nationale de lutte contre les dérives sectaires, si toutefois on est face à ça. Je pense qu'il ne pouvait même pas s'imaginer qu'il y aurait un tel impact médiatique sur lui, simplement ce qu'il devait considérer comme la sortie d'un milieu quelconque pour aller rejoindre sa grand-mère, simplement, quoi. On va aller du côté de Londres, retrouver notre correspondante Laura Calmus. Laura, bonsoir. Tout d'abord, que sait-on, Laura, de son parcours là ces dernières heures? Il a décollé de Toulouse. Par où est-il passé ensuite exactement, Laura? Bien difficile de savoir exactement son parcours, car en fait, depuis le début, la police nous demande de garder tout ce parcours assez privé. La grand-mère de Alex Batty, Suzanne Caruana, nous a ouvert la porte. Elle voulait nous parler brièvement. Elle nous a bien confirmé que Alex Batty allait rentrer à la maison, mais le parcours était assez compliqué à savoir. On sait qu'il était à Toulouse, puis ensuite il est passé par Amsterdam pour ensuite aller à Manchester. Il a atterri à l'aéroport de Manchester aux alentours de 20h et il était escorté par la police qui l'a ensuite ramené à la maison à Oldham, qui est une petite ville qui se trouve à quelques kilomètres de Manchester. Mais ce parcours, il commence il y a quelques jours lorsqu'il est en train de marcher. Il a marché pendant 4 jours et 4 nuits. On le sait, il a été récupéré sous une pluie torrentielle au bord d'une route de l'Aude. Puis ensuite, il a dû se faire interroger par les enquêteurs. Alors on se dit qu'il a dû faire preuve d'une énorme détermination, d'un énorme courage, car pendant toutes ces années, il ne vivait pas une vie traditionnelle. Il était sûrement sous l'emprise. Il avait seulement 11 ans lorsqu'il a été kidnappé. Il a aujourd'hui 17 ans et on se dit qu'il devra faire preuve de courage et il devra prendre le temps de se reconstruire. Laura, quelle réaction ça suscite sur place, du côté de Londres notamment? Tout à l'heure, Anne-Laure Bans nous disait évidemment qu'alors ce soir c'est calme à Oldham, mais que depuis plusieurs jours, on ne parle que de ça. Qu'en est-il à Londres et en Angleterre plus généralement? Bien exactement, en fait, on se dit que cette histoire ravive les espoirs des autres cas d'enfants disparus. On connaît l'histoire de Maddie McCann qui a disparu en 2007 et cette histoire d'Alex Batty qui a été portée disparue en 2017, à l'époque, elle faisait la une des journaux. On se souvient très bien, chaque année, en fait, Suzanne Caruana lançait des appels, des avis de recherche également. Elle postait des messages sur Facebook où elle demandait au monde, elle implorait la police de l'aider à retrouver son petit-fils. Et alors cette histoire, ça fait tout simplement du baume au cœur aux Britanniques qui se disent qu'enfin on trouve une bonne nouvelle à quelques jours des fêtes de fin d'année. Beaucoup Laura Calmus, et à tout à l'heure puisqu'on va vous retrouver régulièrement ce soir. On va retrouver de nouveau Anne-Laure Bans qui est à Oldham pour BFM TV alors que des images nous parviennent toujours en direct. Il y a désormais 2 policiers toujours postés devant ce cottage de la grand-mère d'Alex Batty. Anne-Laure, la dernière fois qu'on se parlait, l'image s'est figée en fait sur les affaires, les petits sacs d'Alex Batty qu'on était en train de lui rendre. C'est bien ça, il y avait notamment son skate.
Oui, tout à fait. Il y a un policier qui a tout d'abord sorti un sac à dos noir qu'il a emmené à l'intérieur du cottage où se trouve en ce moment Alex avec sa grand-mère Suzanne. Et puis quelques minutes après, il est sorti avec un autre sac et surtout son skateboard, ce fameux skateboard dont on entend parler depuis que Alex Batty est réapparu en France. Il avait son skateboard le long de cette route dans les Pyrénées lorsqu'il a été pris en charge par ce livreur côté français. Et effectivement, nous avons vu ce policier sortir ce skate de la voiture dans laquelle Alex Batty est arrivé chez sa grand-mère. Et ce policier a apporté les affaires personnelles de Alex Batty dans le cottage où réside en ce moment sa grand-mère. Que se passe-t-il derrière ces murs de ce petit cottage, de cette banlieue très tranquille de la banlieue de Manchester à Oldham? Que se disent-ils après près de 6 ans sans avoir échangé un seul mot? Vous vous en doutez, ce sont des retrouvailles qui doivent être très intenses. On a vu Alex Batty, ça a été un moment très intense et heureux. Alex Batty qui est sorti en quelques secondes seulement, habillé d'un sweat, le visage caché par sa capuche. Il est entré chez sa grand-mère d'un pas déterminé. 6 ans qu'il ne s'était pas vu, que Suzanne n'avait pas pu serrer son petit-fils dans ses bras. Ils sont en ce moment même ensemble dans ce cottage de Oldham. Évidemment, là, il y a de l'intimité, tous les volets sont fermés, mais Alex et sa grand-mère sont en train de se retrouver, d'échanger leurs premiers mots. Imaginez, elle a quitté Alex, il avait 11 ans, il en a 17 ans maintenant et c'est un jeune homme. On a vu un homme de grande taille rentrer dans ce cottage de Oldham dans la banlieue de Manchester. Un jeune homme de grande taille, effectivement, dont le visage, je le rappelle, était dissimulé sous une capuche. Ce qui est certain aussi, Anne-Laure Bans, c'est que tout a été fait pour que cette arrivée se fasse le plus discrètement possible, voire même que l'attention soit détournée. Oui, évidemment, les policiers de Manchester sont arrivés une demi-heure avant que Alex Batty ne retrouve sa grand-mère. Ils nous ont informé qu'une conférence de presse aurait lieu à 20 minutes du cottage de sa grand-mère, évidemment pour que aucun journaliste ne soit présent au moment de l'arrivée de Alex Batty. Mais on a vu à ce moment aussi un important dispositif de police britannique se mettre en place. Il y a 5 voitures qui sont postées le long de cette rue qui est normalement très tranquille. Nous avons décidé de rester et quelques minutes après, Alex Batty est arrivé, forcément avec le visage dissimulé. Pourquoi? Parce qu'il a 17 ans, il est encore mineur et donc les policiers ne souhaitaient pas que l'on voie son visage pour garantir son anonymat, parce que désormais, après que ce garçon ait vu son visage sur tous les journaux britanniques, mais aussi français, il va certainement vouloir retrouver un certain anonymat, reprendre le cours de sa vie, retrouver des bases et des bases de vie communes avec sa grand-mère, parce que ça fait 6 ans qu'ils ne se sont pas vus. La grand-mère de Alex Batty, mais aussi ses proches qui ont témoigné dans plusieurs tabloïds britanniques, ont dit qu'ils étaient très heureux de son retour, mais aussi qu'ils se posaient cette question: dans quel état psychologique vont-ils retrouver Alex, qu'ils n'avaient pas vu depuis près de 6 ans. Merci beaucoup Anne-Laure, et à tout de suite. Bernard Bouloud, ils sont donc dans cette maison, derrière ces vitres, derrière cette porte, à l'intérieur de ce cottage, ce garçon et cette grand-mère. La dernière fois qu'ils se sont vus, c'était un garçon de 11 ans. Aujourd'hui, il se retrouve, c'est un jeune homme de 17 ans, de grande taille, dont on n'a pas vu le visage puisqu'il était dissimulé sous une capuche. 6 ans qu'ils ne se sont pas vus. Entre-temps, il a vécu dans une communauté encore difficile à identifier et à décrire. On en parlera dans un instant. Franchement, vous avez déjà entendu une telle histoire ? Entendu parler des histoires qui ont été d'ailleurs évoquées sur votre chaîne il n'y a pas si longtemps que ça dans la journée, mais
Effectivement, c'est assez rare hein, quand même. Donc, effectivement, j'imagine la détresse de cet enfant, de cet adolescent qui revoit sa grand-mère, qui elle-même ne l'a pas vue depuis 6 ans, vous venez de le rappeler. Il va y avoir un problème peut-être pas de communication, non, mais purement humain, assez profond. Enfin, je ne sais même pas comment l'expliquer, tellement ça doit être intense. Je pense que l'enfant, quand il est rentré, vous avez dit tout à l'heure, d'un pas déterminé dans cette maison, c'est parce qu'il allait vers la sécurité, je pense. C'est pour ça qu'il y allait d'un pas déterminé, parce qu'il savait que là où il allait retrouver une stabilité, mais surtout la sécurité. Il s'est échappé d'un endroit où il se sentait en insécurité, en danger. Donc, je pense qu'aujourd'hui, à cet instant où il est rentré dans cette maison, ce qu'il a dû éprouver, c'est tout simplement et tout bonnement ce sentiment de pleine et entière sécurité auprès de sa grand-mère, qu'il va retrouver et qui va le choyer et qui va le comprendre sans même peut-être lui parler beaucoup, mais qui va simplement le comprendre. Et ça n'a rien de juridique, c'est tout psychologique, c'est humain et tout ce temps-là, tout ce temps qui vient de passer, qui va encore passer dans ces prochaines heures, il y aura peut-être beaucoup de silence, il y aura peut-être beaucoup de regards, il y aura peut-être beaucoup de mots simples, mais ça va être intense et ça va être quelque chose qui va permettre à cet enfant, à cet adolescent, de se reconstruire. Et puis aussi à cette grand-mère, à ce parent qui a été désigné comme tiers digne de confiance par la justice anglaise, eh bien, aussi de retrouver son rôle. Maître, je vous retrouve dans un instant. Marilyn Baranès, docteur en psychologie clinique, pardon. Personne ne peut deviner ce qu'ils sont en train de se dire. Personne ne peut savoir d'ailleurs ce que l'un et l'autre ressentent au moment où l'on se parle. Mais vous, j'imagine quand même que dans le cadre de votre métier, vous retrouvez des points communs entre différentes personnes qui sortent d'une emprise. De quoi ont-elles besoin, d'une emprise psychologique, de quoi ont-elles besoin dans un premier temps? De quoi peut-il avoir besoin, là, en ce moment, en priorité, ce jeune garçon, après ce qu'il a vécu? Il a probablement besoin déjà de retrouver quelque chose de l'ordre de la sécurité psychologique. C'est-à-dire, on ne l'observe pas, on ne va pas lui demander de faire des choses, il ne va pas être contraint de dire ou de faire certaines choses, c'est-à-dire de retrouver à la fois cette sécurité affective, sécurité psychologique, dans le sens où on est libre de penser, on est libre de faire et personne ne nous regarde, ne nous oblige. Il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de rite, il n'y a pas d'obligation. Donc là, il est dans un moment, le fait de retourner chez sa grand-mère, d'abord parce que elle en avait la garde, en tout cas l'autorité à un moment donné, donc ils ont sûrement un lien très fort, etc. Mais au fond, il retourne, j'ai presque envie de dire, auprès du sein maternel. Hein. C'est ce cocon-là qui va petit à petit l'apaiser. Donc là, est-ce qu'il recherche ce dont il a besoin, c'est de retrouver à la fois de la sécurité et à la fois dans cette sécurité, parce qu'elle est libre de penser, libre de faire. On ne va pas le juger, on ne va pas le regarder, on ne va pas l'obliger, on ne va pas lui poser de questions. Donc il va falloir, et je pense que s'il a été accompagné par des psychologues tout au long de son parcours pour le ramener chez sa grand-mère là, je pense qu'on a dû prévenir l'entourage, notamment la grand-mère, etc. C'est-à-dire de ne pas l'assaillir de questions. Il faut que les choses arrivent au fur et à mesure, petit à petit, parce que, en fait, plus on va lui poser des questions et plus on le fait repartir en arrière. Et nous, là, notre but, c'est qu'il revienne un petit peu dans la vie de tous les jours. Donc, c'est très important de mesurer, c'est-à-dire d'apaiser un peu notre envie à nous de savoir et de le laisser venir vers nous. Et ça, précisément, Benoît Jude, vous qui travaillez aussi sur les cas d'emprise mentale et de dérive sectaire, est-ce que 6 ans, c'est très long ou c'est suffisamment court pour que ce jeune garçon s'en sorte sans séquelles et qu'il puisse
assez vite et peut-être même assez facilement se projeter dans le futur? Alors là, je suis pas psychologue, pardon, pour vous Non, dire ça, mais mais vous aussi, vous avez côtoyé, ouais, mais j'imagine, des gens qui ont effectivement, ouais. vécu sous emprise En fait, pour avoir un petit peu de recul, tout dépend en fait à quoi de il a la été manière. confronté, Ouais. ouais, qu'est-ce qu'il a vécu en fait au sein de cette communauté-là. Si c'était vraiment totalement fermé, on peut peut-être voir dans le skate une image peut-être d'ouverture un petit peu vers l'extérieur. Donc quelque part, c'est peut-être un signe rassurant, je ne sais pas. Mais 6 ans, ouais, c'est extrêmement long puisque alors tout est rattrapable, je pense au niveau psychologique, mais il a vécu ça à une période de sa vie où ça peut laisser sans doute des traces. Et dans certains cas de figure, on voit des problématiques qui restent prégnantes pendant un certain nombre d'années sur des dossiers qui sont beaucoup, beaucoup plus courts, quoi, en fait. Hein. Donc là, 6 ans à cette période charnière, avec en plus une implication et une forme de déchirement familial entre la maman qui est partie, la grand-mère qui est restée. Ça, Bon. c'est un point important, effectivement. Il a été enlevé par sa mère et son grand-père, il avait 11 ans. Il vient de retrouver sa grand-mère, il a 17 ans. Et encore une fois, il faut décrire les images exclusives d'ailleurs de BFM TV, son apparition lorsqu'il apparaît devant ce cottage, qu'il s'apprête à retrouver sa grand-mère, apparition furtive. On voit un jeune homme de grande taille, assez fin, mais je veux dire, c'est un jeune homme. Ce n'est plus le petit garçon de 11 ans. Exactement, vous avez tout à fait raison de le souligner et je voulais mettre un éclairage sur ce point. 17 ans, c'est pas n'importe quel âge. C'est, j'ai envie de dire, la fin de l'adolescence. Et c'est le moment, donc ce passage, la fin de l'adolescence, où on rentre psychiquement à l'âge adulte, le jeune adulte, mais à l'âge adulte. On remarque que c'est à ce moment-là qu'il peut s'échapper. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il décide, il a cette force psychique de dire, alors on ne sait pas exactement pour l'instant comment ça s'est passé, mais en tout cas, il quitte l'endroit où il est. Il a cette force psychique parce qu'il a cette capacité, cette maturité de se dire, d'être capable de dire « J-E », c'est-à-dire je pense, je suis, et donc on voit déjà au travers de cet acte sa maturité. Et il ne faut pas oublier qu'avant, on est dans ce qu'on appelle possiblement un conflit de loyauté. C'est-à-dire, peut-être qu'il voulait, quand il avait 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, c'est-à-dire, peut-être voulait-il déjà partir. Mais il y a ce lien avec sa mère très fort également, probablement. C'est quand même sa mère, donc quel que soit le lien, qu'il soit toxique, pas toxique, il est de toute façon fort. Et donc, il y a ce conflit de loyauté qui existe chez l'enfant en disant « mais je vais trahir ma mère, je vais faire de la peine à ma mère ». Et donc, ça, c'est très difficile. Jusqu'à l'âge adulte où on arrive à dire « je » et où là, on est capable de se dissocier psychiquement de sa mère en disant « bon, elle a sa vie, elle a sa pensée, maintenant, à moi d'avoir la mienne ». Et on voit qu'il quitte à 17 ans. Précisément, je voudrais qu'on les revoie, ces images de l'arrivée et l'apparition donc d'Alex Batty, ce jeune Britannique dont on parle tant depuis plusieurs jours maintenant, dont on suit l'histoire, cette apparition furtive, image exclusive BFM TV. Nous étions la seule télévision présente devant ce cottage au moment où ce jeune Britannique est arrivé, au moment où il est rentré dans ce cottage. Et là, voilà, là c'est le moment où il est en train probablement de retrouver sa grand-mère, Suzanne, qui l'attend dans le salon. Je ne sais pas si c'est le salon, la première pièce. Évidemment qu'on a envie de savoir ce qui s'est passé dans cette maison à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous interpelle, vous, sur ces images, Benoît Jude ? Je ne veux pas utiliser le verbe interpeller. Moi, je suis toujours Qu'est-ce qui attire votre attention ? Je suis vraiment en attente en fait de. Alors, je ne vais pas prendre ça comme un feuilleton parce que ça reste encore une fois un événement humain, mais c'est tellement rare que je pense que ça va faire jurisprudence en quelque part dans les dossiers comme ça de disparition. Encore une fois, à vérifier sur le dossier s'il y a une dérive sectaire derrière. Hein. Ça en prend un petit peu le visage par rapport aux informations qu'on a. Mais si toutefois ça devait se vérifier, c'est vraiment un cas d'école qui peut être très intéressant ensuite par la suite pour justement avoir ce retour d'expérience de ce jeune homme, surtout que il se sort lui-même de cette situation par une force encore peut-être qu'on ne comprend pas très bien, sachant qu'il y a ce conflit de loyauté
qui quand même a dû le travailler à un certain stade. Donc ça va être super intéressant pour tous les intervenants en général de la lutte anti-secte, que ce soit moi, les policiers, la Ce que vous voulez dire, en fait, c'est que vous voulez vraiment insister sur le fait que son état, ce soir, son état psychologique, ce soir, dans cette maison, au moment de retrouver sa grand-mère, dépend vraiment et uniquement de ce qu'il a vécu ces 6 dernières années. Comment il a été traité, qu'est-ce qu'il a fait. Et en l'occurrence, on en a appris beaucoup plus hier puisque le procureur adjoint de Toulouse a tenu une conférence de presse. Et pour ceux qui ne l'ont pas suivi et qui nous rejoignent, ce qui a été décrit par ce jeune garçon lorsqu'il a été auditionné, c'est qu'il vivait donc au sein d'une communauté spirituelle qui ne restait jamais au même endroit, qu'il a été trimballé entre l'Espagne, le Maroc, puis la France, et que lorsqu'il était en France, il était donc dans une communauté spirituelle qui se déplaçait régulièrement avec des panneaux solaires, qui n'acceptait que de faire du covoiturage et qui se nourrissait de potager. Il n'a pas parlé de secte, il n'a pas parlé de séquestration, mais pour vous, là, comme ça, à ce stade, avec ces premiers éléments, qu'est-ce que ça évoque ? Lui, il évoquera pas le terme secte parce que ça va pas lui parler. Lui, c'était son vécu. Et de toute façon, j'allais dire, le terme secte n'a aucune importance dans le dossier. Ce qui est important, en tout cas du point de vue français, mais faut pas oublier que ce dossier est d'abord britannique. Les Britanniques n'ont pas du tout le même point de vue que nous sur la laïcité ou ce qu'est une secte ou pas. Et à la limite, c'est de la sémantique puisque la secte n'a pas de définition juridique. Ce qui nous intéresse en France, c'est la dérive sectaire, qui n'est pas non plus juridique, mais au moins qui a un faisceau d'indices pour reconnaître une problématique, et derrière, si on a un abus de faiblesse ou pas. C'est des red flags, j'allais dire, qui nous renseignent dans ce dossier, c'est-à-dire qu'on a des thématiques un petit peu survivalistes, il y a des thématiques aussi spirituelles autour de la réincarnation, etc., qui sont ressorties. Il y a aussi, il ne faut pas oublier, le volet exclusion du système scolaire, qui peut être un volet qui cache bien souvent, pas systématiquement, là, il faudra le vérifier, mais une forme de discours antisocial et de complotisme. Parce qu'en général, quand on ne veut pas mettre les enfants à l'école, c'est qu'on a une problématique avec l'école, qui est souvent républicaine, pas toujours, mais... Et qui est un premier signe annonciateur, la déscolarisation. C'est ça, c'est un faisceau d'indices. Alors lui, ce jeune homme, il ne pourra pas exprimer ce qu'il a vécu, et c'est là où l'accompagnement va être important, de la part de beaucoup de professionnels, pas que les psychologues, aussi des professionnels juristes ou autres, autour de cette thématique-là, pour qu'il sache ce qu'il a vécu, et de quelle manière il va pouvoir se reconstruire le plus efficacement possible, ne serait-ce qu'en termes de culture, de connaissances, professionnellement, comment il va pouvoir se réinsérer. Enfin, tout ça, c'est pas évidemment tout de suite le plus important pour lui. Mais à terme, il y a quand même un trou de 6 ans peut-être à remplir maintenant, à récupérer, sachant qu'en plus, il y a une thématique de maintenant, il quitte la France pour rejoindre l'Angleterre, qu'il a quand même plus connue depuis 6 ans. Donc, c'est un pays dont il doit se rappeler, mais de manière un peu évanescente. Pour un gamin de 11 ans, on peut se rappeler de nos souvenirs quand on avait 11 ans, mais en général, on les a construits au fur des années. Lui, l'Angleterre, ça doit être un petit peu loin pour lui. Donc, ça fait beaucoup. On va voir on va pouvoir suivre son histoire. Ce qu'il raconte, puisqu'il va probablement peut-être continuer à raconter ce qu'il a vécu. On va retourner de nouveau sur place avec Anne-Laure Bans, qui nous a fait vivre ces retrouvailles à l'extérieur de ce cottage, ces images exclusives de BFM TV, l'apparition d'Alex Bâti sous cette capuche, apparition furtive, mais il est bel et bien là. Ce soir à 22h49, il est avec sa grand-mère dans ce cottage. Et vous avez du nouveau, Anne-Laure? Oui, tout à fait, Alice. Je vous le disais, il y a une certaine intimité. Que se passe-t-il derrière ces murs de ce cottage où vit la grand-mère de Alex Bâti, Suzanne? Nous n'en savons rien parce que les volets sont tirés. C'est bien normal après 6 ans d'absence. Mais il y a un peu plus de 10 minutes, nous avons vu la porte de ce cottage s'ouvrir et est apparu le nouveau mari de Suzanne, parce qu'il faut savoir que Suzanne était séparée de son ancien mari
mari du père de Mélanie, donc la mère de Alex Batty. Nous avons donc vu son nouveau mari sortir le chien. Alors forcément, il est sorti très furtivement, mais à son retour, nous avons tenté de lui poser une question. Il n'a pas voulu répondre, mais nous lui avons dit: alors êtes-vous heureux? Est-ce que Alex va bien? Et il nous a simplement répondu: I'm happy, I'm very happy. Je suis heureux, je suis très heureux. Pas plus de mots, mais un large sourire sur son visage, beaucoup de joie. Hein. On sentait qu'il était très ému. Il est rentré ensuite très rapidement dans ce cottage où en ce moment même, eh bien, Alex et Suzanne se retrouvent, discutent, parlent sans doute après 6 ans sans avoir échangé aucune information. Imaginez, elle a quitté son petit-fils, il avait 11 ans, c'était encore un enfant. Il en a désormais 17 ans. Il y a donc beaucoup d'intimité derrière ces murs. Il y a 2 policiers qui sont postés devant la porte d'entrée. En tous les cas, lorsque Alex est arrivé ici pour retrouver sa grand-mère, c'est une arrivée qui a été très furtive, rapide, mais avec un pas déterminé. Il avait son visage dissimulé derrière un sweat à capuche. Il est rentré rapidement, la porte s'est refermée et puis quelques instants plus tard, nous avons vu un policier apporter tout d'abord du véhicule dans lequel Alex Batty est arrivé un sac avec une étiquette provenant de l'aéroport. Vous savez, ces étiquettes qui vous permettent d'identifier votre bagage. Et puis, quelques instants encore après, il est retourné dans cette voiture et il portait à la main le skateboard de Alex. Ce skateboard dont on parle depuis que Alex a été retrouvé en France. Il est en ce moment même, en tous les cas, dans le cottage de sa grand-mère qu'il a retrouvé après avoir disparu pendant près de 6 années. Merci beaucoup, Anne-Laure. Juste un mot sur ce qui se passe autour de vous. Je ne sais pas si Joao Alencar peut faire pivoter sa caméra. Est-ce qu'il y a de l'agitation autour de ce cottage? Et racontez-nous aussi plus globalement à quoi ressemble ce quartier. Où est-on à Oldham? Qu'est-ce que c'est cette banlieue de Manchester? Alors oui, vous le disiez, Alice, Oldham, c'est une petite ville tranquille de la banlieue de Manchester. Vous avez face à vous, en direct, sur les images de Joao, un alignement de petits cottages. C'est très calme. Ça fait 2 jours que nous sommes ici. Les gens se promènent tranquillement avec leurs chiens. Ils discutent avec nous. Ils n'étaient pas tous au courant de cette bonne nouvelle. Ils ne connaissaient pas forcément l'histoire et le passé de Suzanne. Aujourd'hui, au moment où Alex est arrivé en milieu de soirée, il n'y a pas eu d'agitation particulière dans la rue. Ce que je peux vous dire tout de même, c'est que dans le cottage, juste à côté, il y a depuis quand même quelques instants les voisins qui sont à la fenêtre, qui se demandent ce qui peut se passer, toute cette agitation. Mais c'est un cottage c'est un quartier qui est très tranquille, avec, vous vous en doutez, un dénouement heureux pour cette belle histoire à quelques jours de Noël. Le quartier, il y a des illuminations, des décorations de Noël un peu partout. Alors forcément, ce soir, ici à Oldham, dans cette petite rue, il y a un sentiment quand même de joie, surtout dans ce cottage que vous voyez là en direct, un cottage dans lequel Suzanne vit et dans lequel elle a retrouvé et discute en ce moment avec son petit-fils. Merci beaucoup, Anne-Laure. Merci beaucoup pour ces précisions et ce récit. Et à tout à l'heure, évidemment, vous nous faites signe s'il y a du nouveau, du mouvement de votre côté. Bonsoir, Maître Carbon de 16, avocat pénaliste et civiliste du barreau de Paris, responsable de la commission droits de l'homme du barreau de Paris. Bonsoir, alors, madame. On ne va pas tout de suite parler de l'accompagnement judiciaire dont ce jeune Britannique va avoir besoin, mais peut-être d'abord votre sentiment, votre regard sur cette histoire. Quelle histoire! Oui, c'est romanesque. Et puis voilà, ça arrive à une période où on aime les belles histoires. Donc on est heureux pour ce jeune homme qu'il puisse recouvrir sa liberté. Maintenant, pourquoi j'entendais différents commentaires sur les déclarations du procureur de la République d'hier. Il parle de communauté spirituelle, qui est un terme sui generis, qui évite de prononcer le mot de secte. Mais l'utile prononcé, ça n'aurait eu aucune conséquence en matière française, parce que ce ne sont pas les sectes qui sont interdites.
Ce qui est interdit, et ça c'est commun avec la législation britannique, hein, c'est au nom de la liberté religieuse, qui n'est pas uniquement due aux traditions anglaises et françaises respectives, mais aussi aux conventions internationales auxquelles les deux pays adhèrent. Ce qui est interdit, c'est ce qu'on appelle communément la dérive sectaire, c'est-à-dire la suggestion psychologique ou physique des adeptes, c'est-à-dire l'abus de confiance, le détournement de fonds, c'est-à-dire l'incitation au suicide. Voilà, là on trouve des qualifications pénales qui sont pas propres aux sectes, mais qu'on applique de façon régulière quand il existe un phénomène sociologique qu'on appelle la dérive sectaire, mais qui n'est pas en lui-même juridique. Mais voilà, c'est une histoire heureuse, oui, et on peut s'en réjouir. Et pourquoi le mot précisément n'a pas été employé, selon vous? Parce qu'il est trop tôt pour le dire? Oui, exactement. C'est-à-dire, il suffit pas d'être nomade pour être une secte. Suffit pas de croire à la réincarnation, si j'en crois la description que vous avez faite des croyances de ce groupe. Il suffit pas d'être végétarien. Si vous voulez, tout ça, ce sont des éléments épars qui existent peut-être dans certaines sectes, mais qui ne suffisent pas à caractériser la secte. Et puis, à vrai dire, le procureur de la République, ça ne l'intéresse pas au sens étymologique de savoir si cette famille était intégrée dans un groupe sectaire ou non. Après 6 ans. Plus tôt aujourd'hui, Alex a rencontré un membre de sa famille avec un policier de Manchester à l'aéroport de Toulouse avant de rentrer au Royaume-Uni. Ce moment était évidemment énorme pour lui et ses proches. Nous sommes ravis qu'ils aient pu se revoir après tout ce temps. Avant d'être retrouvés par un habitant pas loin de Toulouse, mercredi soir, Alex était perdu depuis 6 ans. Nous sommes au courant que les autorités françaises ont divulgué des informations hier pendant une conférence de presse sur la vie de Alex ces dernières années. La police de Manchester attend d'avoir des commentaires d'Alex. C'est pour ça que nous ne pouvons en faire aucun aujourd'hui. Nous pourrons lui parler quand il sera bien chez lui et s'il faut entamer une investigation criminelle. Notre intérêt, notre envie est d'aider Alex pour nous assurer qu'il va bien et que sa réintégration dans la société est la plus facile que possible. Nous attendons de comprendre comment s'est passée la disparition d'Alex, mais ce qui est sûr, c'est que ce sera un long process. Il a peut-être 6 ans de plus que quand il était perdu, mais je continuerai de demander à la communauté et aux médias de donner de la privacy à la famille d'Alex et à Alex. Merci. Based on what's been in that press release there. As I mentioned before, that's obviously everything we can say at this moment, so happy for you to ask him things that to relate into what he said there. Thank you. Are you able to give us any more information if your officers were with Alex at Toulouse Airport about Pouvez-vous nous donner plus d'informations sur Alex et les officiers qui étaient avec lui? Et quels membres de sa famille étaient avec lui? Yes, so hier, nous avons envoyé 2 policiers entraînés spécialement à Toulouse, où ils ont rencontré Alex et le membre de la famille en question. Ce membre est son grand-père par alliance, et ils ont voyagé ensemble. Je n'ai pas plus d'informations sur les conversations qu'ils ont eues. Pouvez-vous nous dire comment va Alex? Est-ce qu'il va retourner dans sa famille ou est-ce qu'il va retourner quand il reviendra en Angleterre? Tout ce que je peux dire, c'est que Alex
So I can't comment any further. Do you know if he said anything about what his first priorities are, what he's looking forward to doing? Quelles sont ses premières priorités? Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Je suis désolé, je ne peux rien dire sur ce sujet. Spoken to by GMP, so we've not got an account of where he's been, what he's up to, how he feels, anything like that at this moment. Can I just ask you as well, from someone else maybe just about the process? I mean, you've explained that he's a war ward of the court. Yeah. You're going to be led by him. Your officers will talk to him to see how proceedings now develop, how the investigation develops. Can you just give us a bit more of a sense of what the sort of run of events now might be going forward? Yeah, so the specific court order is what's in play here. Le court order qui est en jeu aujourd'hui implique les autorités locales. Comme je l'ai dit plus tôt, au bon moment, nous pourrons communiquer avec Alex dans de bonnes conditions et ce qui nous donnera plus d'informations sur ce que nous voulons faire après. Comme je l'ai dit, tant que nous n'avons pas vraiment parlé avec Alex, nous ne pouvons pas diffuser plus d'informations. Yeah, well, as I've explained before, we're working with other agencies that are local. Comme je l'ai dit, nous travaillons avec nos agences locales qui pourront nous dire quand est le bon moment pour parler avec Alex. Obviously, as part of any investigation, évidemment, comme dans chaque enquête, si des personnes ont des informations sur cette enquête précise, qu'ils n'hésitent pas à se déclarer. Comme je l'ai dit, c'est une nouvelle géniale. C'est un jeune homme, il a 17 ans. Il est de retour avec sa famille. Et comme vous l'avez dit juste avant Noël, c'est une super histoire. Comme je l'ai dit, nous voulons que la communauté et les médias respectent la vie privée de cette famille. The court order is to be fully examined, and that has several conditions in. Il y a plusieurs conditions à son retour, mais je ne peux pas vraiment dire plus sur le sujet. As I said, there are certain conditions within any court order issued by the family courts that do restrict contact, but I can't say any further at the moment. Il ne peut pas. À ce moment, nous sommes très heureux qu'il soit avec sa famille, que Alex soit avec sa famille. Et comme je l'ai déjà dit, c'est fantastique. Ils sont de nouveau ensemble, de retour au Royaume-Uni. Et il est là où il veut être. Nous avons des officiers spécialement entraînés qui sont avec Alex et sa famille. Ces officiers sont et ont été avec Alex et la famille d'Alex pour aider autant que possible sa famille et Alex. Thank you. Voilà donc pour cette conférence de presse du chef adjoint de la police de Manchester, quasiment une heure après les retrouvailles d'Alex Batty avec sa grand-mère. Retrouvailles que vous avez vécues en direct sur BFM TV, image exclusive de BFM TV à l'extérieur du cottage de la grand-mère d'Alex Batty qui est donc apparue furtivement devant ce cottage avant de retrouver sa grand-mère. Ce chef adjoint de la police de Manchester qui a évidemment répété à plusieurs reprises que ce dénouement est une excellente nouvelle, expliquant qu'Alex Batty est là
où il voulait être, mais il n'en a pas dit davantage sur son état de santé, que ce soit sur le plan mental ou physique, et qui n'en a pas dit davantage d'ailleurs sur ces derniers mois, parce que ce que l'on comprend bien, c'est que cette police britannique n'a pas encore pu entendre Alex Batty et son récit, mais qu'elle a beaucoup de questions à lui poser et qu'elle a bien l'intention de comprendre ce qu'il s'est passé. C'est ça qui ressort de cette conférence de presse. Ouais, tout à fait. Alors, j'ai mal capté tout ce qui a pu se passer parce que je parle très très mal anglais avec le retour français. On avait une C'est super faible. traduction, mais vous avez eu du mal à l'entendre peut-être en plateau. On sent qu'en fait, l'émotion a un petit peu partagé des deux côtés de la frontière, enfin de la Manche, là, en l'occurrence, avec le même intérêt pour les deux blocs d'enquête, on va dire, de savoir un petit peu qu'est-ce qui a pu se dérouler pendant ces 6 années et sans doute comment ont-ils pu bouger, j'allais dire, aussi facilement d'un pays à l'autre, y compris a priori donc jusqu'au Maroc, si j'ai bien suivi, avec apparemment aussi une volonté d'aller en Finlande. Donc est-ce que c'est une communauté unique qui se déplace ou bien est-ce que c'est un réseau communautaire? À quel point ils arrivent à s'organiser et à échanger du matériel ou j'allais dire le réseau humain. Donc on sent qu'il y a un intérêt, y compris du côté forcément anglais, pour en savoir un peu plus. Mais deux manières de fonctionner entre la France et la police britannique. Parce qu'en l'occurrence, en France, ce jeune garçon a été entendu et c'est pour cela qu'hier, il y a eu une conférence de presse du procureur de Toulouse qui a été organisée, au cours de laquelle on a appris beaucoup de choses sur ces 6 dernières années. Ce qu'on comprend bien, c'est qu'aujourd'hui, côté britannique, la priorité, ce sont les retrouvailles. Et ensuite viendra le temps des questions. Vous avez raison. À raison de l'âge d'Alex Batty, à raison aussi d'une cause qui est beaucoup plus policière-judiciaire, qui est celle de savoir qui on va pouvoir mettre en cause. En France, en réalité, ça ne nous intéresse pas de mettre en cause grand monde. C'est pas notre problème, surtout pour un groupe itinérant dont un des membres s'est extrait de la communauté à l'occasion d'un passage en France. Bon, d'ailleurs, Alex Batty, si j'ai bien compris, ne parle quasiment pas français. Oui. Bon, donc ça veut bien dire qu'il n'y a pas eu d'implantation longue. D'ailleurs, il n'y a pas d'enquête cas, à ce stade ouverte en France. Mais pourquoi? Parce que nous, on n'a pas, si vous voulez, Alex Batty, à 11 ans, est enlevé. Il est enlevé à qui? À des sujets de Sa Gracieuse Majesté, pas à des Français. Il sort du territoire britannique, ça intéresse la justice britannique. Mais le fait qu'il transite par la France, le Maroc, l'Espagne, avec un projet finlandais, ça n'intéresse ni les Marocains, ni les Espagnols, ni les Français, sauf au titre de la coopération. Mais à ce moment-là, ce sont de simples problèmes, comme je vous le disais, judiciairo-policiers, c'est-à-dire est-ce que vous avez bien fait le travail quand on vous alerte sur un enlèvement d'enfants, quels moyens avez-vous mis en œuvre pour y mettre un terme? Par exemple, votre police de l'air et des frontières. Mais ça, ce ne sont pas des sujets qui méritent qu'on en parle publiquement. Pourquoi? Parce que c'est de l'intérêt de personne, dans l'esprit de chacun des corps. Donc voilà, les Britanniques, eux, ce qui les intéresse, alors effectivement, on n'entendait pas très bien, mais c'est d'abord d'avoir un individu en bonne santé. C'est la première chose, qui va être en bonne santé chez lui. Et après ça, de pouvoir débriefer, si vous me pardonnez cet anglicisme, avec lui, pour comprendre comment il a pu être enlevé et comment il a pu passer sous les radars autant de temps. La priorité, c'est qu'il retrouve sa famille, qu'il aille bien. Et d'ailleurs, il a prononcé ces mots, le chef adjoint de la police de Manchester. Il est là où il voulait être. C'est important. C'est important d'être à sa place. Oui, c'est important de trouver sa place et c'est important d'y rester. Là, en l'occurrence, il a été retiré de sa place parce que c'est ça que ça voulait dire finalement. Il est là où il voulait être. Le sous-entendu, c'est il a été enlevé de là où il devait être, où il voulait être, et donc il retrouve sa place. Et donc, je pense que c'est pour accentuer probablement la volonté de ce jeune homme et de montrer que, en ce qui le concerne lui, en tout cas, il a enfin retrouvé sa place. Et effectivement, c'est très important.
Maintenant, probablement que la grand-mère va être choquée parce que 6 ans, elle voit un petit garçon et toutes les photos qu'on a vues, j'ai été frappée par ces photos d'une petite bouille d'un petit gamin de 11 ans et elle voit Le voici débarquer... ici à l'image. Et il est ici oui, lorsque... Alors, je ne sais pas quel âge il a exactement sur cette photo. En tout cas, aujourd'hui, il ne ressemble plus du tout à ça. Et il non, mesure quasiment 1m75, 1m80. Enfin, il paraît effectivement grand. Tout à l'heure, vous parliez de choc. Je pense que c'est la grand-mère qui va être choquée de retrouver son petit-fils, parce que c'est très difficile d'imaginer comment le petit-fils devient adulte. Et elle voit rentrer quand même un homme... Et de la même manière, son environnement à elle... a aussi changé. Il y a eu du changement. C'est ce que racontait tout à l'heure Anne-Laure Bance. Le nouveau mari de la grand-mère est présent dans cette maison. C'est l'homme qu'on a aperçu sur les images exclusives de BFM TV qui est allé sortir son chien. Ce n'est pas le grand-père d'Alex qui est là, c'est le nouveau mari de sa grand-mère. Ça aussi, ça fait partie des difficultés que l'on doit rencontrer, j'imagine, lorsqu'on vit ces moments-là. C'est-à-dire qu'on revient et que la vie n'est plus exactement comme on l'avait laissée. Maintenant, cette grand-mère a un nouvel homme dans sa vie. Bon, bah, ils vont probablement faire connaissance, mais... vous voyez ce que je veux dire? Il faut aussi composer avec ça. Il va falloir composer avec ça, il va falloir composer aussi avec le vieillissement de la grand-mère, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment il l'a quittée, comment il la retrouve. Je crois qu'elle ne peut pas trop marcher, c'est ça? Elle ne peut pas trop se déplacer, effectivement. Et c'est pour ça que d'ailleurs, elle n'est pas allée l'accueillir à Amsterdam ou le retrouver en France. Donc il retrouve une grand-mère un peu diminuée par rapport à celle qu'il a quittée. Elle retrouve un vrai jeune homme alors qu'elle a quitté, enfin qu'elle n'a plus vu un petit garçon. Il y a un nouvel homme dans la vie de la grand-mère. Donc sûrement que tout ça va être un peu perturbant pour Alex. Mais je crois que là, il est dans une émotion quand même. Enfin, il retrouve sa place. Donc je crois que là, il faut vraiment faire des sas avec des moments qui vont être différents. Le moment de l'arrivée à la maison, c'est-à-dire je peux enfin être en sécurité. Je retrouve le côté familier, même s'il a un petit peu changé, c'est chez sa grand-mère. Sa grand-mère, ça veut dire beaucoup pour lui. Donc, il va pouvoir un petit peu se poser. Et puis, au fur et à mesure du temps, il va probablement se livrer. Et c'est pour ça qu'il faut lui laisser cet espace et de ne pas l'assaillir de questions. Je voudrais qu'on revoie le moment où nous étions en direct avec notre envoyée spéciale Anne-Laure Bance, qui est donc à Oldham, dans cette banlieue de Manchester, devant ce cottage depuis 2 jours maintenant. On échangeait avec elle, elle nous racontait précisément ce qui se passait sur place, au moment donc où Alex Batty, soudainement, est apparu. Regardez. Désormais, les Anglais n'attendent qu'une seule chose, eh bien, est-ce qu'ils vont pouvoir voir Alex Batty retrouver sa grand-mère? Et regardez, en direct, il y a un jeune garçon entouré des policiers. Ce serait potentiellement Alex Batty. On ne voit pas son visage, mais comme je vous le disais, il porte un sweat. Est-ce qu'il va retrouver sa grand-mère? Potentiellement, vous le voyez, on vient de voir un jeune homme rentrer à l'intérieur du domicile de sa grand-mère. Il est escorté par des policiers. C'est sûrement Alex Batty qui est en train de retrouver sa grand-mère après 6 longues années. Il était couvert d'un sweatshirt blanc. C'était il y a un peu plus d'1 heure. À 22h, quasiment au moment où nous prenions l'antenne, nous étions donc en direct avec Anne-Laure Bance lorsqu'Alex Batty est apparu, caché derrière, le visage caché sous cette capuche. Et c'est effectivement un grand jeune homme qui est apparu, le pas décidé, déterminé, en tout cas à première vue, à retrouver cette grand-mère qui se trouve à l'intérieur de ce cottage, cette grand-mère qui l'attend depuis 6 ans. Puisque c'est elle qui en avait la garde au moment où il a été enlevé par sa mère et son grand-père. Parlons justement un petit peu de la mère, Maître Carbon de 16, puisqu'on parle beaucoup de la grand-mère, mais assez peu de la mère. Ce garçon a décidé de quitter la communauté dans laquelle il se trouvait, en France, avec sa mère, au moment où visiblement elle lui a fait part de ses projets de se rendre en Finlande. Elle pourrait être déjà en Finlande. Est-il normal qu'aucun mandat d'arrêt européen n'ait été lancé contre elle ou... À quel titre?
À quel titre? Si vous voulez, l'Angleterre à l'époque, pour qu'on porte plainte pour enlèvement, mais pour l'instant c'est nous qui parlons d'enlèvement. Est-ce que quelqu'un a déposé plainte? Je ne sais pas, est-ce que le père de cet enfant était encore en vie? À partir du moment où on part avec un enfant dont on n'a plus la garde, on ne peut pas parler d'enlèvement? Puisqu'en l'occurrence, c'est la grand-mère qui avait la tutelle. Il y a une distinction, pardon de jouer au juriste, eh ben non, mais vous êtes là pour ça. entre l'enlèvement lui-même et le traitement judiciaire et policier de l'enlèvement. Pour qu'on traite l'enlèvement, il faut que quelqu'un commence par déposer plainte. Il ne suffit pas qu'on constate que, par exemple, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, l'enfant est déscolarisé. Donc, est-ce que au moment où la mère et le grand-père du jeune Alex Batty ont quitté la Grande-Bretagne, est-ce que son père était encore en vie? Est-ce qu'il est encore en vie aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une plainte de déposer? Est-ce que la grand-mère elle-même a déposé une plainte? Qu'est-ce que, par conséquent, cet entourage familial a voulu faire? Est-ce qu'il a voulu privilégier le fait de conserver un lien ou tenter de le conserver en ne prenant aucune initiative procédurale, ou est-ce qu'au contraire, il y a eu des plaintes? Donc, si vous voulez, pour qu'il y ait des mandats d'arrêt européens à l'époque, puis après ça internationaux, une fois qu'il y a eu le Brexit, il faut encore qu'il y ait eu quelqu'un qui se soit manifesté auprès des autorités. Et la mère, elle peut être en Finlande, on peut même imaginer que Alex Batty retarde le fait de la quitter pour lui épargner des difficultés au moment de traverser la frontière, et ne se manifeste qu'au bout d'un certain temps. Parce que sinon, comme il était libre de ses mouvements, pourquoi se mouvoir la nuit et dormir le jour, sinon pour échapper à un éventuel contrôle ou à d'éventuelles rencontres? Mais donc, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que il n'y a pas, ça n'est pas une évidence que la police britannique va essayer de mettre la main sur elle. Non, c'est pas une évidence. Elle peut tout à fait l'envisager, mais il n'y a pas de ressort immédiat, si vous voulez. À partir du moment où Alex Batty va être interrogé une fois qu'il aura retrouvé des forces, une santé psychique suffisante pour s'exprimer clairement. Si Alex Batty ne se plaint de rien, sinon du fait d'avoir changé d'avis, dans le fait de partager la vie de sa mère, puis de vouloir retrouver son indépendance. S'il ne porte plainte de rien, qu'est-ce que vous voulez que la justice britannique fasse? Et s'il dit « j'aurais aimé partir à plusieurs reprises, mais je n'ai pas pu le faire ». Là, ça devient très différent. Oui, là, vous avez tout à fait raison. Là, la police britannique peut avoir envie d'interroger la mère d'Alex Batty, qui est également anglaise. Mais la première chose, c'est effectivement et évidemment de lui demander à lui comment ça s'est passé, comment il a été traité ces 6 dernières années. Comment a-t-il vécu? Et a-t-il des doléances à exprimer? Oui. Et quelle est cette communauté spirituelle dans laquelle il vivait précisément à ce sujet? On est avec Étienne Jacob, journaliste au Figaro, spécialiste des dérives sectaires. Merci d'être avec nous et d'avoir été patient, puisque je crois que vous attendez depuis un moment, mais évidemment, nous avons donné la priorité aux images qui nous sont parvenues en direct. Ces retrouvailles, images exclusives sur BFM TV et ensuite cette conférence de presse de la police de Manchester. Ce qui est intéressant, Étienne Jacob, c'est que vous êtes parti dans l'Aude, là, ces derniers jours, pour enquêter sur ces communautés spirituelles dont on parle, qui se situeraient donc, pour certaines, en France. Qu'est-ce que vous avez pu recueillir? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Et que pouvez-vous nous dire ce soir? Bon, vous lirez le plus gros sur le site du Figaro, mais effectivement, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est quand même dans un lieu qui est chargé d'un point de vue ésotérique, tellurique. On a quand même, faut pas oublier que dans cette zone-là, on est dans un triangle d'or, c'est-à-dire qu'on a Bugarach, où tous les illuminés du 21 décembre 2012, je ne sais pas si vous vous souvenez, la fin du monde qui annonçait du calendrier Maya, la commune est quand même dans cette zone-là. On a également Rennes-le-Château avec le fameux trésor de l'abbé Saunière. C'est une zone qui est chargée et ça, on le remarque, on le sent, il y a quand même une atmosphère assez pesante et effectivement ces communautés qui vivent à côté du monde, à côté de la société, elles sont très nombreuses dans la zone et j'ai pu m'entretenir avec certains. Alors beaucoup prennent le parti de la communauté justement en disant qu'ils ne font finalement rien de mal et ça ce sera aux policiers de déterminer vraiment s'il y a eu des agissements répréhensibles au niveau de la loi et de la loi britannique parce que on le disait tout à l'heure, les deux législations sont très différentes au niveau des dérives sectaires. Mais comment vivent-ils? Comment fonctionnent-ils? Et quels sont les profils de ceux qui appartiennent à ces communautés?
Eh ben, ce sont des communautés parfois de hippies qui vont aller vivre dans des yourtes, dans des cabanes, parfois qui voguent de camping, je dirais de gîtes d'accueil, mais c'est pas un gîte au sens très structuré. Ça va être un couchage pour la nuit. On ne paye pas forcément. Il y a parfois des monnaies locales dans certains de ces villages où on échange carrément un travail. Alors, vous allez nous aider à faire quelques travaux je sais pas, par exemple, de menuiserie ou repeindre une pièce et on va vous donner le logement pendant quelques jours. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. On est sur des micro-fonctionnements qui passent vraiment au-delà des radars. Et effectivement, ce qui pose question dans la conférence du procureur, du vice-procureur de Toulouse qu'on a pu voir hier, c'est tout ce qui était autour de la méditation, du travail de l'ego et de l'inexistence du monde réel. C'est-à-dire que quand on vient nier l'existence du monde réel, on peut se rapprocher d'une dérive sectaire. Étienne Jacob, est-ce que vous avez vu, vous aussi, des gens se balader avec des panneaux solaires je veux dire, c'est aussi quelque chose qui est revenu beaucoup dans cette conférence de presse du procureur de Toulouse. Ces gens qui se baladent avec des panneaux solaires, qui n'acceptent que le covoiturage, qui se nourrissent uniquement de potager. La question écologique est très présente aussi. Oui, on est dans un lieu où il y a de nombreux, on appelle ça les écolieux, mais ce qui surprend dans cette communauté dans laquelle était Alex Bati, c'est ce côté itinérant. En général, on va s'implanter dans un lieu, on va y construire, on va faire de la permaculture, et c'est pas le cas dans le cas d'Alex Bati. On emporte tout. Alors, le vice-procureur a quand même parlé d'obsession de l'énergie, et je n'ai pas vu qui que ce soit avec des panneaux solaires sur son véhicule ou quoi que ce soit. Pour connaître quand même le sujet des dérives sectaires depuis quelques années, je n'avais quasiment pas entendu parler de tout ce qui était panneaux solaires. On a certaines communautés qui peuvent se rapprocher, communautés plus structurées qui peuvent se rapprocher de ce qu'on voit avec Alex Bati, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a pioché à droite à gauche, et à noter que pour moi, le grand-père d'Alex Bati, qui serait décédé selon le procureur, aurait pu jouer, selon mes informations, un rôle quand même assez important dans éventuellement une dérive, parce que j'ai cru comprendre que voilà, il a pu avoir une dérive conspirationniste, et donc on peut retrouver des notions de survivalisme dans ce mouvement-là. C'est-à-dire ? Eh bien, on peut avoir des notions de survivalisme, c'est-à-dire que il faut savoir que David... Non, je veux dire, sur le rôle que le grand-père aurait joué. Le rôle que le grand-père aurait joué, ben, forcément, il avait sa fille qui était qui était là avec lui. Donc, il a forcément une emprise, rien que par le fait que c'est sa fille. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce que je suis en mesure de vous dire, c'est qu'ils ont entrepris avec sa fille un virage totalement à 90 degrés il y a quelques années, alors que cette dame, Mélanie Bati, était avocate au départ. C'est à la suite de la perte de son job qu'elle est devenue un petit peu instable et qu'il y a eu cette histoire de garde d'enfants. Et c'est la raison pour laquelle la grand-mère a récupéré la garde. Donc on a quand même ce contexte très instable. Et cette fuite en avant de monsieur Bati, le grand-père qui est décédé et qui a finalement donné lieu à une cérémonie mortuaire qui m'a personnellement très surpris. C'est un des éléments de la conférence du procureur qui m'a le plus surpris. C'est voilà, on fait de la méditation pour célébrer le décès du grand-père. Personnellement, ça m'a surpris. Est-ce qu'il est facile d'entrer en contact avec ceux qui font partie de cette communauté, de leur poser des questions, d'échanger ? Non, je pense qu'ils sont peu nombreux et ils sont de nationalités différentes, c'est ce que disait le procureur. Personnellement, j'ai pas réussi encore à rentrer en contact directement. Je continue de fouiller. Dernière question, parce qu'évidemment, ce qu'on a envie de savoir, c'est ce qu'a pu subir ce jeune garçon, ce qu'il a pu endurer durant ces 6 dernières années. Et pour l'instant, c'est encore assez flou. Alors, lui dit qu'il ne parle pas de sexe, il dit qu'il n'était pas séquestré. Est-ce qu'à votre avis, il aurait pu partir à tout moment et quitter cette communauté
à tout moment s'il l'avait décidé plus tôt? Moi, il y a un élément qui m'a interpellé, dont on n'a pas forcément parlé, c'est que quitter un mouvement, autorisé à quitter un mouvement ou un groupe, d'accord. Il a quand même marché 4 jours et 4 nuits tout seul. Quand il a dit qu'il a voulu faire scission, on ne l'a pas emmené, on ne l'a pas raccompagné. Ce qui prouve quand même que la scission avec le groupe, même si elle était autorisée, elle n'a pas forcément été bien prise au sein de ce groupe-là. Et pour pouvoir mettre en danger potentiellement son fils, parce que quand bien même il aurait 17 ans, le faire traverser des montagnes pendant plusieurs jours, le procureur a quand même dit qu'il dormait le jour et marchait la nuit. Il faut quand même qu'il y ait potentiellement eu une scission. Est-ce que le décès de David Batty, le grand-père, a amené à cette scission? Je ne sais pas. Ce sont des hypothèses et évidemment... ce seront aux policiers de Manchester de le découvrir. Mais quand on voit aussi l'état dans lequel était Alex Batty, il n'était pas capable de dire où il était exactement, ce qui prouve quand même qu'ils ont quand même beaucoup bougé ces derniers mois. Ça montre qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire. Merci beaucoup Étienne Jacob, journaliste au Figaro. Merci pour ces toutes dernières précisions. C'est intéressant ce qu'il vient de dire Étienne Jacob, notamment sur ce dernier point, la manière dont il aurait quitté cette communauté. On a effectivement à première vue plutôt affaire à quelqu'un qui a fui plutôt que qui est parti tranquillement et sereinement. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, selon les premières informations dont on dispose. Oui, tout à fait. La thématique selon laquelle il aurait fui semble assez claire. Enfin, en tout cas, il a quitté. Après, son comportement, le fait qu'il marche la nuit, qu'il dorme le jour, on verra ce qu'il nous dira de ça. Mais ça semble assez représentatif du fait qu'il n'était pas forcément non plus confiant dans le monde qu'il embrassait en quittant son groupe. Ce qui pourrait rejoindre les thématiques que Étienne cite autour de survivalisme et complotisme. Parce qu'il rejoint un monde qu'il ne connaît sans doute pas. Je ne suis même pas certain qu'il savait très bien où se situer en France. Voire même, il a peut-être une carence assez importante en termes de connaissances géographiques. Ce n'est pas impossible. Donc, lui, ses compétences sont sans doute le survivalisme. Mais bon, vu la description du... Par exemple, quand on apprend à fonctionner comme les survivalistes, on fait ça? C'est-à-dire on dort le jour et on marche la nuit? C'est un réflexe de survivaliste, ça? Pour échapper au danger, en tout cas, ça paraît logique. Ouais. Si le danger se situe plutôt le jour, et comme l'activité humaine est surtout le jour, quel que soit le lieu en France, ça paraît assez logique de se déplacer plutôt la nuit. Est-ce que c'est une thématique juridique, comme le disait Moi, Maître? personnellement, j'aurais plus peur de me déplacer la nuit que le jour. Alors non, parce que si eux, leur mode de fonctionnement est essentiellement survivaliste... ça veut dire que l'autre est une... Exactement. Et le monde autour est une menace. Si on doit l'interpréter comme ça, c'est-à-dire que les autres, à l'extérieur du groupe, sont plus menaçants que la nuit, et a priori, lui, en tout cas, dans son comportement, il avait l'air d'être plus à l'aise la nuit que le jour. Donc ça doit survivaliste, pardonnez-moi, c'est survivre à quoi? Ça, tout dépend de leur thématique. C'est un autre... Tout dépend de leur thématique. Parce que moi, ce que j'avais compris, c'est qu'un survivaliste, c'est quelqu'un qui survivait à une catastrophe nucléaire. Oui, ça peut être spirituel. Donc, marcher le jour ou la nuit importe peu, en réalité, en cas de menace nucléaire. Tout dépend de ce que l'extérieur... Il y a différentes logiques de survivalisme. Oui, tout à fait. Mais tout dépend de ce que l'extérieur du groupe représente, en fait. Ça dépend de ce que nous représentons, nous, en termes de... Ça peut effectivement être une méconnaissance du monde extérieur, mais vu d'un esprit d'enquête en l'état, ça ne suffit pas à caractériser non, bien sûr. Le fait qu'on craint le monde extérieur ou qu'on craint le monde dont on vient. Ou qu'on craindrait les deux, peut-être. Mais ça peut être aussi une mesure de protection de ce groupe dont on est issu. En tout cas, ça fait partie... de dire, puisqu'ils ont un projet qui consiste à traverser une frontière... Il ne faut que les autorités de mon pays d'origine n'aient connaissance de mon départ qu'une fois la frontière franchie. Ça peut être tout simplement ça. Ça peut être camoufler son départ pour permettre au groupe de progresser vers un autre lieu. En tout cas, ça fait partie des milliards de questions que la police britannique va lui poser et que nous aimerions lui poser. Peut-être qu'un jour, on aura l'occasion et la chance de la voir sur ce plateau. On va retrouver Anne-Laure Borns en attendant, qui, elle, est devant le cottage de la grand-mère d'Alex Batty, Suzanne. C'est donc là qu'il l'a retrouvée il y a 1h30, puisqu'on l'a vécu ensemble en direct sur BFM TV avec ces images exclusives de Joao Alencar. Anne-Laure, est-ce qu'il y a du nouveau de votre côté? Est-ce qu'il y a du mouvement?
aucun mouvement, c'est très calme. On ne sait pas ce qu'il se passe derrière ces murs et c'est bien normal parce que Suzanne et Alex, son petit-fils, se retrouvent enfin après 6 ans sans avoir pu se serrer dans les bras, parler, discuter, et puis surtout parce que Suzanne, elle n'avait pas vu son petit-fils, elle a quitté un garçon de 11 ans, et elle retrouve un jeune homme de 17 ans. Nous l'avons vu arriver de manière très furtive, il était vêtu d'un sweat blanc, son visage était dissimulé derrière sa capuche, il est allé très rapidement, il a traversé ce trottoir, son pas était déterminé et il a franchi le seuil du cottage de sa grand-mère pour enfin l'a retrouvé. 6 ans qu'il ne s'était pas vu. Alors forcément, il y a sans doute à l'intérieur de ce cottage de Oldham, dans la banlieue de Manchester, eh bien, beaucoup d'émotions. Ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'une fois que Alex a retrouvé sa grand-mère, un officier de police a sorti du véhicule dans lequel il est arrivé ses affaires personnelles, un sac, mais aussi son skateboard. C'est un skateboard dont on parle depuis qu'il est réapparu, Alex, en France. Il était avec ce skateboard lorsque un livreur français l'a récupéré sur le bord de la route. En tous les cas, ce soir, à quelques jours de Noël, c'est un dénouement heureux. Après 6 ans de disparition, une grand-mère, Suzanne, retrouve enfin son petit-fils Alex Batty. Ils passent en ce moment du temps, ils se retrouvent, ils échangent. Comment va-t-il? Que se disent-ils? Ce sont toutes les questions que sûrement sa grand-mère doit lui poser. Mais pour l'instant, c'est un moment qui leur appartient uniquement à eux, derrière les murs de ce cottage britannique. Évidemment. Racontez-nous, Anne-Laure, vous avez croisé le nouveau mari de la grand-mère d'Alex. Vous avez pu échanger quelques mots en anglais avec lui. Oui, tout à fait. Il s'est éclipsé de ce cottage sûrement pour laisser un peu d'intimité à Alex et sa grand-mère, leur laisser un peu d'espace pour ces retrouvailles particulières parce que c'est le nouveau mari de sa grand-mère. C'est un homme qu'il n'a jamais vu. Nous l'avons vu sortir d'un pas rapide. Alors, au premier abord, il n'a pas voulu nous parler. Il allait promener son chien et puis lorsqu'il est revenu, nous avons tenté de l'interviewer. Il nous a fait signe de la main qu'il ne souhaitait pas s'exprimer devant notre caméra. Il a simplement prononcé ces quelques mots: I'm happy, I'm very happy. Je suis heureux, je suis très heureux. Une joie que l'on pouvait voir forcément sur son visage. Il arborait un grand sourire. Il est ensuite rentré très rapidement dans cette maison juste derrière nous où vit Suzanne et où il est en ce moment avec Suzanne et son petit-fils Alex Batty. Merci beaucoup Anne-Laure et merci à Joao Alencar qui est avec vous sur place derrière la caméra. Et à tout à l'heure, on est avec Philippe Jankévitch. Bonsoir, vous êtes enquêteur bénévole à l'ARPD, Assistance et Recherche de personnes disparues, et ancien gendarme. C'était flagrant et frappant à la fois ce soir de voir à quel point la police de Manchester a livré beaucoup moins d'informations sur le parcours de ce jeune homme que le procureur de Toulouse qui s'est exprimé hier, tout simplement parce qu'en fait la police britannique, pour l'instant, a laissé place aux retrouvailles. C'est ça aujourd'hui la priorité. Oui, tout à fait. La priorité, c'est déjà que l'enfant, avec tout ce qui se passe au niveau médiatique, il ne faudrait pas que l'enfant l'adolescent, maintenant presque un homme, ne se sente pas agressé. C'est surtout ça. Donc il faut déjà en un premier temps, je pense, surtout le protéger. Ça, c'est important. Après, l'enquête se déroule. Il y a, comme on dit, même chez nous, il y a le secret d'enquête, donc on ne peut pas encore dévoiler et écouter tout ce qui va se passer. Il faut patienter parce que ça va être, je pense, une enquête qui va être longue, très longue. Combien de temps vont-ils lui laisser, selon vous, à ce garçon de 17 ans avant de commencer à lui poser les milliards de questions qu'ils ont sûrement à lui poser, les policiers britanniques? Quelle est la jurisprudence ? La jurisprudence, le droit anglo-saxon est différent du droit français, donc je ne sais pas trop comment ils vont pouvoir procéder. Je pense que, comme toute enquête, ils vont devoir faire un canevas pour orienter déjà l'enquête, parce que il faut rappeler la genèse de l'affaire et ensuite la saisine, parce que finalement la saisine, c'est le fait de ne pas de soustraire l'enfant et de ne pas le rendre.
Donc là, déjà, ça va être un problème. Après, il faut retracer ces 6 années d'enquête, donc ça va être très long. Et on peut pas, ça c'est au niveau, le temps ne peut pas savoir, ça va dépendre. Il est très intelligent comme garçon déjà, s'il faut bien le savoir, il est très intelligent et très fort, il a une bonne maturité, c'est un bon gamin, comme on dit, et je pense qu'il va pouvoir... comme il est quand même, comme il est rentré chez lui, il va rentrer dans les affaires, dans l'enquête. Je pense qu'il va être très coopératif, mais il va falloir y aller doucement parce qu'il faut pas que ça soit. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça, monsieur Jankévitch? Je n'en doute absolument pas de son intelligence et de son courage, mais j'imagine que si vous le dites, ça n'est pas anodin. Qu'est-ce qui vous permet de le dire? Qu'est-ce que vous avez observé? Vous savez, j'ai observé que 11 ans, il a été pris. Il est quand même à l'âge où il a quand même pris il a pris sa décision quand même ferme et définitive de dire stop, on arrête à 17 ans. Alors qu'il a besoin quand même encore d'une éducation. Mais il a un caractère certainement très fort et il a trouvé le moyen de stopper de fuir le joug de sa mère. Et donc, c'est quand même fort pour un enfant encore de 17 ans. Je voulais vous faire réagir, Maryline Baranès, sur l'état dans lequel il peut se trouver. Encore une fois, impossible de savoir exactement ce qu'ils se disent. Aujourd'hui, au moment où l'on se parle avec sa grand-mère, peut-être dort-il déjà d'ailleurs? Est-ce qu'on a besoin de dormir aussi dans ces moments-là? Est-ce que le sommeil est l'une des priorités? Se reposer, éteindre son cerveau? Et est-ce possible? Alors... Ça fait beaucoup de questions. Mais c'est surtout beaucoup de questions qui dépendent de chacun. Tout le monde est différent. Je peux vous dire qu'après une grande émotion, on peut avoir envie de dormir. Donc il a eu là ces derniers jours vraiment beaucoup d'émotions. Il a quitté l'endroit où il était. Il est passé de la France à l'Angleterre. Des policiers, des enquêteurs, des psychologues autour de lui. Il revoit enfin sa grand-mère. Donc je pense qu'il a beaucoup d'émotions. Donc je pense qu'il va pas tarder, il va avoir sommeil rapidement et puis il va avoir besoin de se reposer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que peut-être qu'il faut le souligner, c'est qu'il faut pas oublier qu'il a été enfermé dans un système. Donc il n'avait pas a priori la vie extérieure lui était pour beaucoup de choses étrangère et là il va la découvrir. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses, on ne sait pas s'il était sous emprise et quel type d'emprise psychologique ou pas, mais en tout cas ils étaient de ce qu'on a pu entendre sur cette secte qui n'est pas une secte mais qui peut-être est une secte, ils vivent quand même en autarcie et donc avec des modes de vie, et donc lui, il a été habitué à ça. C'est ça qu'il connaissait. Donc il a grandi là-dedans et c'est ça qu'il connaissait. Donc là, il va découvrir beaucoup de choses. Donc tout ça, c'est quand même beaucoup d'émotions. Hein. Vous ne pouvez pas nous dire ce qui se passe dans sa tête, mais vous pouvez peut-être nous dire ce qui est le plus difficile dans ces moments-là. Quelles sont les premières épreuves, précisément, de se retrouver comme ça au grand jour? La peur. Les gens que j'ai pu expertiser ou que j'ai rencontrés au fil de ma carrière, qui étaient... Alors, je parle des gens qui étaient sous emprise et je ne peux pas parler d'Alex comme un enfant qui a été sous emprise parce que c'est un terme qui est quand même assez complexe. Mais en tout cas, on peut dire qu'il était dans un système un peu fermé. Ça, on peut le dire. Et le fait de sortir à l'extérieur amène la personne à être dans une forme d'ambivalence, de conflit psychique entre je veux partir, je veux aller à l'extérieur, je veux quitter l'endroit où je suis et en même temps, j'en ai peur. Manifestement, il a réussi, mais la peur est quelque chose qui envahit souvent les sujets qui sont sortis de quelque part où ils se sentaient enfermés, même s'ils avaient la volonté consciente et le désir de sortir. Vous disiez tout à l'heure, il a vécu beaucoup d'émotions ces derniers temps, beaucoup d'émotions. C'est même au-delà de ça. Je veux dire, c'est hors norme ce qu'il a vécu, ce garçon, ces 6 dernières années. Est-ce qu'il va forcément en garder des traces et des séquelles? Des traces, un souvenir, ça c'est certain.
des séquelles, ça va dépendre. En fait, comment on va l'aider à donner du sens à ce qui s'est passé, c'est ça qui fera que ce sera des séquelles ou un souvenir. Mais tout va dépendre de l'accompagnement qu'il va avoir et probablement qu'on va l'aider, qu'on va réussir à l'aider à justement, effectivement, à comprendre que lui n'y est pour rien, que ce sont des choix de vie, que son parcours a été ce qu'il a été, c'est-à-dire il était avec sa mère parce que à 11 ans, c'est normal d'être avec sa mère et que donc, à un moment donné, il a manifestement voulu quitter non pas forcément sa mère, mais le mode de vie dans lequel il était, et peut-être sa mère, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait absolument rien. Ouais. Mais donc, on va l'aider à, comment dirais-je, à accepter que ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'on va éviter à tout prix qu'il ait de la culpabilité. Donc c'est ça va être un travail important des psychologues. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est au moment où elle a commencé à lui parler de sa volonté de se rendre en Finlande, que là, il a décidé de quitter cette communauté. C'est en tout cas ce qu'il a raconté lors de ses auditions côté français. On est avec Giovanni Di Liberto. Bonsoir, vous êtes responsable sécurité dans les milieux hostiles. Précisément, merci d'être avec nous et d'avoir patienté. On se demandait tout à l'heure sur ce plateau pourquoi il avait décidé pendant ces 4 jours de fuite de dormir la journée et de marcher la nuit. Il faut savoir, en termes de recommandations, en survie en milieu hostile, une des choses les plus importantes, c'est le décalage. C'est-à-dire être en décalage total avec les habitudes de la population dans le milieu où l'on vit. Donc c'est très intelligent de sa part de décider justement de progresser la nuit et de se reposer le jour. Mais donc ça confirme bien qu'il fuyait quelque chose, qu'il se cachait. Oui, tout à fait. Alors, il y a 2 options, de mon propre opinion, il y a 2 options. Pour moi, la première, c'est que, étant donné qu'il a fui, cette durée de 4 jours était a priori pour s'éloigner de son point de départ, peut-être pour pas qu'on le retrouve. Il y a l'autre option aussi, du fait justement de ces communautés spirituelles et ce refus total du monde dans lequel on vit, donc peut-être aussi ce manque de confiance. Mais personnellement, de mon expérience, je pense plus que c'est pour s'éloigner le plus possible de son point de départ. Parce qu'il est vrai que si on veut chercher de l'aide, ou il est facile de trouver, d'arrêter une voiture, de frapper une maison, un poste de police ou de gendarmerie. Donc je pense plus que c'était dans cette optique-là. Donc pour vous, il a eu les bons réflexes? Tout à fait. Et d'ailleurs, pour ma part, il est quand même doté de capacités quand même un peu hors norme pour un jeune de 17 ans. Bon, après, au vu des images que j'ai vues lorsqu'il rejoignait la maison de sa grand-mère, c'est quand même un adolescent d'une certaine corpulence. Donc, ce qui a pu forcément l'aider à tenir ces 4 jours. Mais ces réflexes-là et cette manière de fonctionner, on lui a forcément appris. Oui, c'est pas inné. Tout à fait. Et donc, qui peut lui avoir appris? Est-ce qu'il y a un lien entre ces communautés spirituelles dont on parle, dans laquelle il se trouvait visiblement, et le survivalisme? Est-ce qu'il y a un dénominateur commun? Oui, tout à fait. Mais il faut quand même revenir au départ de cette affaire où il a quand même été enlevé par sa maman. Donc déjà, ça a commencé déjà là. Le fait de se cacher, d'être le plus discret possible. Et après, bien évidemment, surtout que c'est une communauté spirituelle itinérante. Donc ce mot est quand même assez important. C'est-à-dire qu'il se déplaçait beaucoup. Donc oui, c'est des techniques qui sont sûrement utilisées par ce type de communauté et qu'il a retranscrit, bien évidemment.
Merci beaucoup Giovanni Di Liberto d'avoir été avec nous. Je voudrais qu'on revoie cette séquence image exclusive de BFM TV. Il était 22h lorsque Week-end Direct commençait. Nous prenions l'antenne. Nous étions donc en direct avec notre envoyé spécial à Manchester qui se trouvait à Oldham, plus précisément devant le cottage de la grand-mère d'Alex Batty. Mais on se demandait, et on se demandait si ce jeune Britannique allait apparaître, s'il était sur le point de retrouver sa grand-mère. On savait qu'il était sur le sol britannique, on savait qu'il était arrivé à Manchester, mais on ne savait pas que son arrivée était imminente. Regardez. Désormais, les Anglais n'attendent qu'une seule chose, est-ce qu'ils vont pouvoir voir Alex Batty retrouver sa grand-mère? Et regardez, en direct, il y a un jeune garçon entouré des policiers. Ce serait potentiellement Alex Batty. On ne voit pas son visage, mais comme je vous le disais, il porte un sweat. Est-ce qu'il va retrouver sa grand-mère? Potentiellement, vous le voyez, on vient de voir un jeune homme rentrer à l'intérieur du domicile de sa grand-mère. Il est escorté par des policiers. C'est sûrement Alex Batty qui est en train de retrouver sa grand-mère après 6 longues années. Il était couvert d'un sweatshirt blanc. Des retrouvailles après 6 années de séparation. Et elles ont eu lieu en direct juste devant vous, Anne Lorbans. Oui, tout à fait. Un heureux dénouement à quelques jours seulement de Noël. Un moment très rapide, furtif, discret. On a vu Alex Batty sortir rapidement d'un véhicule. Il a traversé le trottoir d'un pas rapide mais déterminé. Il portait un sweat avec une capuche qui dissimulait son visage parce que je vous rappelle qu'il n'a que 17 ans et demi. Il est encore mineur. Il doit donc aussi tenir à son anonymat. Il a donc traversé un trottoir rapidement et a franchi le seuil du cottage de sa grand-mère Suzanne qu'il n'avait pas vue depuis 6 ans au moment où il a été enlevé par sa mère. Imaginez donc derrière ces murs de briques dans l'intimité familiale, Alex Batty retrouve enfin sa grand-mère qui peut le serrer dans ses bras, discuter avec lui. Elle doit sûrement être choquée aussi parce qu'elle a quitté un jeune garçon de 11 ans et elle retrouve un jeune homme de 17 ans parce que quand nous l'avons vu traverser, c'est un garçon de haute taille. Une fois qu'il est rentré à l'intérieur de ce cottage, la porte s'est fermée. Un moment donc d'intimité familiale, de retrouvailles et de joie. Une joie que Suzanne nous avait dit espérer hier. Elle avait entrouvert la porte de son cottage et échangé quelques mots avec Laura Calmu, la correspondante de BFM TV ici en Angleterre, indiquant qu'elle avait eu un court échange téléphonique et une courte vidéo avec lui et qu'elle lui avait dit « It was like a dream, it was incredible ». C'était comme un rêve, c'était incroyable. Ce rêve, ce soir, il est devenu réalité pour cette grand-mère, Suzanne, qui a retrouvé enfin son petit-fils Alex Batty à seulement quelques jours de Noël ici en Angleterre. Merci beaucoup Anne Lorbans. Merci Anne-Laure d'avoir été avec nous ce soir et merci également à Joao Alencar derrière la caméra qui a donc tourné ces images exclusives de BFM TV. L'apparition d'Alex Batty quelques secondes avant de retrouver sa grand-mère à l'intérieur de ce cottage, cette grand-mère qui avait sa garde au moment où il a été enlevé. Philippe Jankévitch, une dernière question avant de vous libérer. Au-delà des retrouvailles, au-delà de ce qui va se passer dans la sphère privée, qu'est-ce qui l'attend, ce garçon ? Déjà, comme on dit, qu'après une grande plongée, de décompresser, je pense. Ça va être déjà très important qu'il puisse un petit peu évacuer tout ça. Ça va être long aussi. Bon, il va falloir bien l'entourer. Aussi bien de personnes de psycho et d'enquêteurs. Ne pas le brusquer, ne pas le harceler de questions, parce que ça, c'est pas bon du tout. Il va falloir le laisser un petit peu... Comme on rencontre les familles, on les laisse d'abord parler, se confier, et après on intervient, on arrive à poser des questions qui vont bien, parce qu'il va falloir surtout qu'ils décompressent bien tout ça, parce que 6 ans à expliquer, ils vont pas être simples. Merci Philippe Jankévitch, merci d'avoir été avec nous. Il va avoir besoin d'un avocat, ce garçon ?
Oui, certainement. D'abord, comme le disait très bien votre reporter, à raison de sa minorité, hein, ce qui n'obéit pas en France comme en Angleterre exactement aux mêmes procédures, et on renforce le fait que quelqu'un qui a subi quelque chose, on ne sait pas encore s'il est victime, il devait quand même avoir des rapports avec sa grand-mère, vous voyez, puisqu'il lui a envoyé un SMS. Donc c'est pas un numéro de téléphone qu'il avait appris 6 ans auparavant par cœur. Donc on ne peut pas dire non plus qu'il était complètement séparé de tout. Et alors, le premier message qu'il lui a envoyé, Facebook. Il me semble, c'était sur Facebook. Ouais. Et elle a mis du temps à répondre. À réagir, oui. d'accord. Oui. Donc, sur la façon dont il a obtenu ouais. Bon, en tout cas, ça a été son premier réflexe. Il arrive quand même à envoyer un message sur Facebook, mais d'accord, je retiens le fait que c'était pas sur un numéro de téléphone sur lequel elle l'appelait constamment. Très bien. De toute façon, c'est un avocat qui sera là pour garantir la représentation de ses droits devant les juridictions s'il a subi quoi que ce soit, c'est-à-dire des sévices ou simplement le fait de ne pas avoir été libre de ses allées et venues. Ou simplement garantir à l'avenir comment se faire indemniser si jamais il a suivi sa mère. Est-ce qu'il a droit à être indemnisé par celle-ci du fait de cette vue imposer ce mode de vie, ce qui, en matière de justice anglaise, pourrait être possible. Qu'il va falloir creuser aussi, c'est ce qui nous a été indiqué hier lors de la conférence de presse du procureur de Toulouse, c'est que ce garçon, lorsqu'il a été auditionné, débriefé côté français, a expliqué qu'il avait subi des violences, une agression sexuelle au sein de sa famille, sans en dire plus, avant d'être enlevé par sa mère et son grand-père. C'est ce qu'a expliqué le procureur de Toulouse, le procureur adjoint, tout en précisant que c'était sa version du moment, comme si finalement la parole de ce garçon, après tant d'années dans une situation qui a pu le fragiliser, pouvait évoluer, pouvait changer. Alors, bon, là, vous me l'apprenez. Donc, apparemment, ce qu'il aurait dit, c'est qu'avant d'être enlevé, il y aurait eu des sévices sexuels au sein de sa famille. Bon, donc... Je ne voulais pas vous faire réagir sur les sévices sexuels, parce que ça, encore une fois, l'enquête le détermina. Mais ce qui était intéressant, c'est que le procureur adjoint de Toulouse prenait les déclarations de ce jeune homme avec quand même une certaine précaution, une certaine prudence, parce qu'il a forcément été traumatisé par ce qu'il a vécu ces 6 dernières années, et que peut-être son discours va évoluer. J'imagine que quand on sort d'une emprise ou qu'on reprend la main... tout ne revient pas avec précision. C'est-à-dire que tout ne revient pas forcément dans l'ordre. Il peut y avoir des choses qui sont superposées. Il peut y avoir le rapport au temps n'est pas forcément, peut être dans une confusion totale, parce que au moment où il est interrogé, d'abord faut comprendre qu'il est totalement perturbé. Il vient de se sauver, il vient de marcher, il est en France, etc. Donc effectivement, il y a beaucoup de prudence à avoir. Là, il faut attendre que son esprit soit clair pour remettre les choses dans une bonne temporalité. Merci beaucoup à tous les trois.